Stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Bene Amata pour un nouveau numéro de la Radio Libre, le format où vous, la communauté interista francophone, avez directement la parole. Très content de vous retrouver pour ce premier numéro de 2025 afin de revenir comme chaque mois sur l'actualité du club Nerazzurro ensemble. L'occasion également au nom de toute la team Bene Amata de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année sur tous les aspects, en espérant qu'elle le soit aussi pour l'Inter. D'ailleurs, avec moi, pour pouvoir, comme d'habitude, évoquer les différents sujets que je vous ai concoctés, j'ai tout simplement le plaisir de retrouver certains membres de la team, à commencer par Antoine, qui est avec nous. Comment vas-tu, Antoine ? Ça va super, et bonjour à tous. Bonne année, parce que bon, c'est vrai qu'on est un petit peu tard, on est le 28 janvier, normalement, on peut se permettre de souhaiter les meilleurs vœux jusqu'au mois de février. Donc on en profite, puisque C'est c'est la vrai, première fois qu'on se effectivement. retrouve depuis. Bonne année à tous. Avec nous également le chef, le boss, à savoir le grand Karim. Comment vas-tu, Karim ? Écoute, si j'entends encore cette expression de chef ou de boss, j'envoie Antoine présenter la prochaine radio libre P5, mais sinon ça va. Eh ben écoute, je laisse ma place avec grand plaisir. Ce n'est pas mon format, c'est le format du peuple, comme on pourrait dire. Donc que ça soit moi ou n'importe qui d'autre, l'important c'est qu'on puisse le tenir de manière mensuelle. Comme d'habitude, je salue bien évidemment aussi celles et ceux qui nous rejoignent petit à petit sur le chat Twitch. Les amis, n'hésitez pas, c'est comme je l'ai précisé au début, votre émission. Vous pouvez participer dans le chat comme le fait Yang pour souligner ma très belle coupe de cheveux. Bonne année à toi aussi, merci beaucoup pour cette remarque. Je vais chez le coiffeur demain, donc pour l'instant, on fait avec les moyens du bord et avec notamment aussi la pluie et le vent qui rythment notre quotidien du côté de l'Île-de-France depuis maintenant beaucoup trop de jours. Ceci étant dit, je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous présentant, les amis, tout simplement, le programme qui nous attend pour cette émission du 28 janvier 2025. Vous le voyez comme d'habitude s'afficher juste à droite. On va évidemment revenir sur différents sujets pendant l'heure, voire l'heure et demie qui va suivre avec les deux membres de la team Bene Amata, mais également, pourquoi pas, vous, parce que je le rappelle, vous avez la possibilité de venir participer oralement au débat plutôt que seulement le faire dans le chat Twitch. Donc pour cela, vous avez les règles de participation affichées à l'écran. Juste à gauche, vous pouvez rejoindre le serveur Discord officiel de la Bene Amata. Alors malheureusement, j'ai oublié pour être honnête le lien du serveur en commentaire épinglé, mais vous pouvez le retrouver sur les différents canaux, sur le Linktree de la Bene Amata dans la biographie Twitch. Donc n'hésitez pas, c'est assez instinctif. Une fois que vous êtes dedans, vous vous connectez dans le salon vocal Radio Libre sur lequel nous sommes actuellement et vous patientez le temps que je vous donne tout simplement la parole. Alors les amis, vraiment, n'hésitez pas, ça nous fera grand plaisir de pouvoir discuter avec vous de ces trois sujets qui vont composer cette fin d'après-midi, voire même le début de soirée selon certains. On va commencer par évoquer la lutte pour le Scudetto qui bat son plein en Italie en ce moment, avec notamment deux équipes qui sont en train de prendre le meilleur sur les concurrents, l'Inter et Napoli. La question va être de savoir qui a à l'heure actuelle l'avantage sur le papier pour aller chercher ce titre. On reviendra ensuite sur le cas de quelques individualités qui ne sont pas toujours titulaires. C'est pour ça que j'ai parlé des remplaçants. On va parler du banc de Simone Inzaghi qui est parfois dans l'œil du cyclone quant à sa capacité à se mettre au niveau des titulaires. Est-ce que leur niveau est tout simplement suffisant au vu des ambitions de l'Inter ? Et enfin, pour terminer, pour bien débuter l'année, j'avais envie d'opter pour une séquence un peu plus tranquille, un peu plus chill. Et chacun des intervenants, que ça soit les membres de la team, que ça soit vous, si vous souhaitez monter, ou alors moi également qui vais me mouiller, on va chacun donner un vœu, vraiment quelque chose de très subjectif sur lequel on aimerait revenir sur l'année 2025. Qu'est-ce qu'on aimerait voir se passer du côté de l'Inter pour l'année à venir ? Ça permettra un petit peu, je pense, de se mouiller, même s'il n'y a pas forcément de pronostic derrière. L'idée, c'est vraiment de se lâcher et de faire part tout simplement des choses qu'on aimerait voir.
au-delà des considérations sportives et économiques. Je pense que je ne pouvais pas être plus clair concernant le programme qui nous attendait. Est-ce qu'il vous plaît déjà ce programme, les amis? Bon programme, écoute, on est prêt à débriefer débriefer ce programme, à attaquer ce programme. Ah, débriefer le mois de janvier. Je pense que tu as mélangé les deux idées. Ça te va aussi, Antoine? C'est C'est bon, ça. on est parti, Ouais, on peut enchaîner c'est là? un, c'est un programme bien intéressant pour le coup, quoi. Eh Le bah sujet est écoute, assez varié. j'ai Donc, l'impression que ce programme égaye également le quotidien des gens sur le chat. Yang, n'hésite pas à monter. Je vois que tu es pourquoi pas motivé à l'idée de venir discuter avec nous. Alors, j'ai pas le lien du Discord directement là sous les yeux. Je vais te le faire parvenir dans le chat rapidement. Comme ça, n'hésite pas à monter et à venir participer avec nous, puisque on ne le répétera jamais assez, les amis. Si on fait ce format également, c'est pour que vous puissiez directement intervenir, puisque on sait de sources sûres que vous aimez avoir la parole, c'est normal. Donc, échangez avec nous. C'est par le biais de cette émission que c'est le plus facile. Alors n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, je vais vous mettre directement le lien du serveur Discord dans le chat, en direct. Voilà, il n'y a pas de coupure. C'est à la bonne franquette. Vous connaissez un petit peu le média désormais. Il est affiché, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, pardon, et à nous rejoindre dans le salon Radio Libre, actuellement emprunté par les membres de la team, moi y compris. On est bon, les gars? On y va? Moi, je pense que j'ai fait le tour concernant cette introduction. ouais, moi je suis prêt, hein. On est bon. Et ben on est parti, les amis, on enchaîne directement, je le rappelle, avec ce premier sujet consacré à la lutte pour le titre en Serie A que j'ai appelé deux favoris outsiders pour le Scudetto, point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'après un début de championnat homogène, la lutte pour le titre en Italie connaît une nouvelle réalité avec le détachement de deux équipes, le Napoli et l'Inter. Les Nerazzurri étaient favoris en début de saison pour se succéder directement, puisqu'ils l'ont remporté la saison dernière. Mais le champion 2023 a repris du poil de la bête avec Antonio Conte, au point d'apparaître comme un sérieux prétendant, comme en atteste notamment sa série de 7 victoires consécutives. La question, les amis, elle est donc simple, et on va venir petit à petit sur les différents arguments qui peuvent rentrer en compte dans ce débat. Je vais te donner la parole à toi, Karim, pour commencer. À l'heure actuelle, est-ce que l'Inter, pour toi, est toujours la favorite pour le Scudetto? Parce que c'est vrai qu'il y a certains éléments de contexte qui peuvent favoriser le Napoli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Même si, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des éléments qui favorisent le Napoli, et notamment sur un match par semaine, hein. C'est J'ai ça. vu l'info passer pas longtemps. Conte a donné 3 jours de repos à ses joueurs après la victoire contre la Juventus avant d'affronter la Roma. Une Roma qui jouera plus tard, évidemment plus jeudi, et qui affrontera un Napoli déjà très compétitif et qui en plus sera reposé pendant 3 jours. Donc c'est un avantage considérable pour les Napolitains qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, pour moi, je ne change pas mon postulat du début de saison. L'Inter est toujours dans les favoris. L'Inter, si elle gagne son match en retard contre la Fiorentina, repasse à égalité avec le Napoli, même si le calendrier que l'Inter aura pour le mois de février, en attendant le début mars où on affrontera le Napoli, mais un calendrier très lourd avec notamment le Milan, la Juventus, la Fiorentina. Mais moi, je pense que l'Inter est toujours favorite, pardon. On est sur une équipe qui a gardé sa structure depuis la saison dernière, qui a gardé ses joueurs, qui a gardé son entraîneur, qui a gardé aussi ses préceptes de jeu. Alors c'est vrai que même si c'est peut-être pas aussi flamboyant que l'année dernière, l'Inter a quand même aussi un très bon ration cette saison avec en championnat seulement la défaite contre le Milan, même s'il y a quelques points égarés par-ci par-là contre le Genoa, contre Bologne. Mais l'Inter pour moi est toujours favorite. Mais maintenant, plus les semaines ont avancé, quand j'ai vu un peu la forme récente de l'Atalanta qui a concédé énormément de nuls sur les derniers, ils en ont enchaîné 3. Si je me trompe pas, c'était la Lazio, l'Udinese et le match contre la Juve, notamment. Ils avaient même perdu leur avant-dernier match. C'est dans une réflexion où ce sera vraiment une course à deux entre le Napoli et l'Inter. Les autres auront aussi la Coupe d'Europe à gérer. L'Atalanta va se qualifier et il peut même faire un top 8, donc rester en cours jusqu'en mars. La Lazio est très bien placée aussi pour un top 8 en Europa League et pourra rester.
Donc voilà, c'est des concurrents qui eux aussi ont déjà perdu des points et vont aussi en perdre. Et le Napoli, je comprendrais les arguments de ceux qui les mettent en favori, parce qu'il y a des arguments et ils sont entendables. Maintenant, l'Inter, pour moi, avait cette place de favori au début de saison. Et pour moi, il n'y a pas eu en tout cas un facteur ou quelque chose qui a fait, il n'y a pas eu une blessure, hein, les ligaments croisés. Heureusement qu'il n'y a pas eu, mais il n'y a pas eu les ligaments croisés de Barella ou de Çalhanoğlu ou un facteur, on va dire, vraiment décisif qui aurait pu faire changer cette donne qui est là depuis le début de saison. Donc pour moi, oui, l'Inter est toujours la favorite au Scudetto, mais elle a un concurrent des plus sérieux pour se challenger. Et je pense que là, la course ira jusqu'à la 35, 36, 37, voire 38e journée. Avec l'arrivée d'un coach comme Conte, on savait très bien que cette équipe allait être compétitive. Toi, Antoine, comment tu perçois un petit peu ce rapport de force, Karim ayant souligné quelque chose de très important que certains peut-être oublient de mentionner dans leur analyse, c'est le fait que l'Inter, à l'heure où nous parlons, a encore son destin entre ses mains. Toi, comment tu vois la chose? Bah oui, l'Inter a encore son destin entre ses mains. Statistique, statistiquement parlant, faut pas oublier que l'Inter fait une saison très forte. En nombre de points, on n'est pas non plus à des kilomètres de ce qu'on a fait l'année passée avec le même nombre de matchs. Certes, il y a ce match en retard qui est un peu une épée de Damoclès pour le Napoli et l'Inter, parce que ça va un peu trancher, mais c'est pas le seul facteur. Parce que dans ces autres facteurs, il y a forcément, je pense, la confrontation directe au Maradona qui va être ultra importante. C'est bientôt. Mais c'est très bientôt. Mais il y a un gros facteur qui me fait dire qu'il y a un gros pour l'Inter et un gros qui dit que c'est un contre. Moi, mon gros facteur que je dis qui met en avant l'Inter, c'est le retour en forme du capitaine. Lautaro, un vrai retour en forme en ce moment, Lautaro, qui depuis quelques matchs se contentait de, entre guillemets, être bon à nouveau dans le jeu. Mais là, en plus d'être bon dans le jeu, il marque. Et c'est ce qu'on lui demandait, ce qui donnait cette impression que l'Inter était moins forte en ce début de saison. C'était peut-être le manque de réussite du capitaine. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu peur sur cette saison, c'est qu'on a un de nos éléments clés qui a une grosse tendance à se blesser, c'est Çalhanoğlu, et qui n'a pas forcément un remplaçant qui est au plus haut niveau. On y reviendra tout à l'heure, ça justement. C'était On l'un y des reviendra axes. tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler plus précisément tout à l'heure. Vous avez l'air plutôt unanime sur le fait que l'Inter garde sa position de favorite. Et là-dessus, pour donner un petit peu mon point de vue, je vous rejoindrai, les gars. Tout simplement parce que cette donnée, comme quoi le Napoli n'allait jouer qu'une seule compétition, on l'avait très bien anticipé du côté du board interiste, hein. Quand on connaît Conte et notamment son appétence pour la coupe, on savait très bien qu'il allait se concentrer sur le championnat avec une équipe qui reste à quelques exceptions près inchangée par rapport au succès qu'elle a construit il y a 2 ans. Bon, même si ce sont des gros éléments qui sont partis, on parle d'Osimhen, de Kim entre-temps, on peut penser à Kvaratskhelia parti cet hiver du côté du Paris Saint-Germain. Donc, dans tous les cas, l'Inter avait anticipé, ou devait du moins anticiper, en allant chercher notamment une profondeur d'effectifs nécessaire pour performer sur les différents tableaux. Ceci étant dit, quand on regarde encore une fois la situation au classement, comme on l'a dit, le Napoli est devant, mais l'Inter a la possibilité avec ce match face à la Fiorentina de recoller en précisant que en cas d'égalité de points, si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe, l'écart entre les deux équipes se joue d'abord sur les confrontations directes, donc sur les résultats, C'est ça, la l'Italie, c'est différence ça. de but, et si aucun de ces deux critères ne parviennent toujours pas à départager, on va chercher derrière la différence de but globale. Et ce que je vous ai affiché sur la diapositive juste à droite, c'est qu'on voit que l'Inter a un large avantage par rapport à ça, parce que c'est une équipe beaucoup plus réaliste dans les deux surfaces que le Napoli, qui on le sait avec Conte, est avant tout compétitif, avec des victoires parfois glanées sur des scores serrés, notamment les 1-0. Il y avait eu une série il n'y a pas longtemps comme ça de la part des Partenopei. Là où justement j'aimerais me pencher maintenant les gars, parce que ça peut être un critère important, c'est le calendrier. Parce que oui, le Napoli a moins de matchs à jouer que l'Inter, mais il faut voir aussi de quoi sont composés ces rapports de force. Et quand on regarde notamment les gros, les chocs face aux gros de Serie A sur les prochaines semaines, je vous ai d'ailleurs affiché les 5 prochaines rencontres des deux équipes, du moins les 4 avant de se retrouver du côté de Naples. On voit notamment que l'Inter va avoir de gros déplacements à gérer, les 5 prochains étant
le Milan, la Fiorentina, la Juve, le Napoli et l'Atalanta. Est-ce que vous pensez, et je vais te donner la parole à toi cette fois-ci Antoine, que cette variable-là peut peser éventuellement dans la course au titre? Bah oui, ça va peser, ça c'est certain. C'est un de nos gros points noirs, entre guillemets, c'est de pas de jouer sur tous les tableaux, ce qui va forcément faire que bah on laissera des points. Ça faut pas s'étonner si d'ici juin on refait un match nul ou une défaite hors Serie A. Ça arrivera, ça c'est certain. Maintenant, il faut que ça arrive le moins possible parce que Naples n'en laissera pas beaucoup. Mais à contrario, est-ce que Naples, sur ces 4 prochains matchs, joue des adversaires compliqués? Alors, les 4 prochains matchs C'est la de Naples question avant que je de me pose. recevoir l'Inter, je te les donne si tu les as pas à l'écran. Tu te déplaces à Rome pour affronter la Roma. Tu as ensuite l'Udinese à la maison. Tu repars du côté de l'Olympico pour cette fois-ci affronter la Lazio. Et tu auras ensuite un déplacement chez les hommes de Cesc Fabregas à Como. Ouais, donc t'as un peu de matchs compliqués, mais t'as des matchs abordables pour eux. Parce que la Roma de Ranieri, c'est pas, je dis pas que c'est incroyable, Elle est difficile à mais lire. faut aller les chercher. Ouais. Faut aller les chercher. Alors que l'Inter de l'autre côté, ce sera bon, officiellement un déplacement à San Siro pour affronter le Milan, l'Inter ayant reçu le match aller. Tu recevras ensuite la Fiorentina pour le match retour du championnat alors que le match aller n'a pas encore été joué. Assez paradoxal et assez cocasse comme situation. Déplacement ensuite à l'Allianz Stadium pour affronter la Juve avant de recevoir le Genoa. Et puis il y aura ce déplacement à Naples début mars, si je ne dis pas de bêtises, qui constituera tout simplement le choc de cette saison en Serie A. Et d'ailleurs, P5, le match contre la Fiorentina rejoué pourrait aussi se rejouer après la Fiorentina, entre la Fiorentina et la Juve, hein. Ça parlait de cette date-là à peu près, selon, selon ce qui était sorti après le match donc, qui a été interrompu il y a quelques mois. Ça parlait de le reprogrammer en février, parce que ça serait les seules dates où la Fiorentina et l'Inter pourraient jouer suite à la Coupe d'Europe. Effectivement, et tu me fais bien de le dire, je tiens à préciser que j'ai affiché ici le calendrier de Serie A. Il pourrait par exemple y avoir pour l'Inter 6 mauvaises performances demain face à Monaco, des barrages de Ligue des Champions à insérer aussi dans cette tranche de match, puisque je crois qu'ils interviennent dès la mi-février, donc ça va arriver très très vite. Donc voilà, encore une fois, ça ne concerne que le championnat puisqu'on est concentré là-dessus, mais évidemment qu'il y aura les autres facteurs extérieurs à prendre en considération. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que avec le temps et la capacité qu'a eu le Napoli à engranger des points, on oublie de le souligner. Moi, personnellement, c'est quand même une caractéristique importante qui peut, pourquoi pas, faire basculer le championnat. C'est le contexte napolitain au global. Au-delà même d'Antonio Conte, au-delà même de la performance des joueurs, on parle d'un climat qui est très instable. À l'image un petit peu de l'Olympique de Marseille en France, ça peut très très vite disjoncter en cas de un ou deux mauvais résultats. Est-ce que vous ne pensez pas, connaissant en plus les personnages à la tête du club actuellement comme Conte ou De Laurentiis, que si Napoli commence à enchaîner un voire deux mauvais résultats, ça peut complètement imploser et permettre à l'Inter, qui bénéficie d'un climat plus sain, notamment grâce à son projet un peu plus avancé en termes de construction, lui permettre simplement de prendre les devants. Est-ce que pour vous, c'est un facteur qui est important ou là, pour le coup, vous pensez que je vais chercher un peu trop loin? Bah, C'est possible. je pense sur ce facteur-là il y a une chose qui a beaucoup changé. Enfin, deux choses qui ont changé, c'est que déjà le Napoli a gagné le Scudetto récemment, et surtout la 10e place de la saison dernière. Si Conte les amène deuxième, je pense pas qu'il y aurait entre guillemets, une révolte des supporters napolitains en disant on a lâché le titre, tout ça. Alors, certes, tu auras été très proche de lutter pour le titre et tu l'auras pas gagné, mais il y a eu cette 10e place de l'année dernière. Et mine de rien, un coach arrive et te met deuxième direct et il a signé un contrat de 3 ans, tu te dis, bah, la prochaine année, on pourra faire encore mieux avec un effectif renforcé haut. Donc, je pense pas que ça va énormément s'agiter, surtout que Conte va peut-être, espérons, calmer peut-être les débuts d'incendie qui pourraient arriver. De Laurentiis, mine de rien, est quand même plutôt non interventionniste pour peut-être l'une des seules saisons sur les dernières années en Serie A. Et surtout qu'il était interventionniste même quand ça se passait bien, même quand sous Spalletti ça se passait bien la saison pré Scudetto.
On avait quand même quelques sorties de notre ami De Laurentiis dans la presse, et là, vraiment, on l'entend que très très peu, voire pas du tout. Donc, je pense pas que c'est peut-être un facteur qui peut changer sur ça, en sachant que voilà, pour le moment, sur les joueurs, il y a, on va dire, une unanimité entre les joueurs. Conte qui bosse, on va dire, sans faire aussi de déclarations fracassantes, parce que vous vous souvenez, je pense, des déclarations à l'Inter avec le fameux qu'est-ce que je peux faire en Ligue des Champions avec Barella qui vient de Cagliari et Sensi qui vient de Sassuolo. Là, on n'avait pas eu ce genre de déclaration pour le moment au Napoli. Donc, avec un Conte qui d'ailleurs en plus joue dans son système de 4-3-3 un peu aussi, pas un vrai 4-3-3 parce que Politano fait un peu cet équilibrateur de faux piston ailier. Mais voilà, je trouve vraiment qu'à Naples, on a un Conte nouveau et que les erreurs peut-être qu'il a fait par le passé en essayant d'incendier un petit peu comme il le fait souvent dans ses précédents clubs, je pense que il a appris et il sait que à Naples, c'est clairement pas la bonne stratégie à utiliser. Il a mis de l'eau dans son vin, comme le président d'ailleurs. C'est ça. Je pense Ouais, qu'il c'est a ça pris que en je vois en vrai. maturité. C'est intéressant ça. Toi, C'est Antoine? un risque fait de voir Conte changer son système de jeu. Je sais pas si vous vous souvenez à l'Inter, on lui avait déjà dit est-ce que tu as un plan B il bégayait limite Conte. Là, il a fait un ou deux matchs en 3-5-2 en début de saison. Il a changé, certes, l'animation fait que sur le terrain, c'est pas réellement un 4-3-3 ce qu'il fait, mais il a su évoluer peut-être. Donc, Il était attendu au tournant. pour Après moi, le c'est match d'ouverture où tu te ouais, prends une fessée du côté du Bentego, il était forcé, là pour le coup, de trouver des solutions. ça m'avait très surpris parce que moi, je m'y attendais à ce que cette course entre l'Inter et le Napoli, parce que à Naples, ça garde la qualité et ça joue une compétition. Et qu'on savait très bien que Conte, s'il fallait faire un all-in, jouer une fois par semaine, ça allait être très fort. D'ailleurs, cette saison, à chaque fois, les 4 ou 5 fois où Naples a perdu des points en championnat, à chaque fois, c'est quasiment à chaque fois, vous regarderez, c'est quand ils ont joué plusieurs fois dans la semaine. Le peu de fois qu'ils ont eu à faire ça. Donc, pour moi, je me dis d'un côté que c'est peut-être un miracle qu'il n'y ait pas eu ce clash des Laurentiis Conte. Mais est-ce que c'est pas les deux hommes ont su se remettre en question au moment parfait pour eux, entre guillemets? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être stable. Bah, ils avaient surtout beaucoup à perdre, hein. D'un côté comme de l'autre cet été, parce que d'un côté, De Laurentiis devait relancer la machine après sa gestion catastrophique l'année dernière, et Conte est retrouvé un banc et devait donc justifier, entre guillemets, de sa fiabilité. Donc c'est vrai que c'est intéressant de souligner bah, l'adaptation finalement au contexte napolitain qui leur permet aujourd'hui de performer, et de quelle manière, parce que c'est vrai qu'on a tendance à assimiler à Antonio Conte une étiquette de jeu assez rudimentaire, disons-le comme ça, mais dotée d'une certaine efficacité. Quand tu regardes les dernières performances, que ce soit notamment, je pense, face à la Juve et face à l'Atalanta, honnêtement, il y a quand même une proposition collective et individuelle. Tu sens qu'il y a du travail avec des joueurs qui sont en train de prendre une ampleur importante. Je pense à McTominay au milieu de terrain, par exemple, arrivé de Manchester United ou d'autres. Donc, évidemment que Lingard doit s'en méfier. Et pour terminer là-dessus, parce que je vous affichais le classement, on parle du Napoli et de l'Inter. Pour terminer, je vais quand même essayer de sonder un petit peu l'avis de chacun par rapport à l'Atalanta derrière, qui n'est qu'à 4 points en attendant le résultat de l'Inter sur son match en retard. Est-ce que pour vous, les gars, la lutte pour le Scudetto, elle est à l'heure actuelle déjà concentrée sur les deux premiers, où l'Atalanta peut rebondir après des dernières semaines un peu plus compliquées et pourquoi pas aller s'adjuger un premier titre dans son histoire? Antoine, si tu veux J'y commencer. crois pas perso. Moi, j'y crois pas perso, là. Un Atalanta, pour moi, bah, je m'y attendais quand même à ce que ça finisse par lâcher. Et effectivement, là, ça commence à lâcher. Ils ont encore, bah, comme nous, la Ligue des Champions, sans avoir cette expérience à jouer sur tous les tableaux, déjà aller chercher des titres. Donc, moi, je pense que l'Atalanta, ça finira troisième, quatrième cette saison.
Après, ils feront peut-être leur parcours en Coupe d'Italie s'ils y sont encore, en parallèle, ou en Ligue des Champions, mais je pense que pour eux, la Serie A, ils se détacheront de plus en plus de cette course. Toi, Karim? Moi, moi, j'évoquais un duel tout à l'heure. Je maintiens dans cette idée de duel. L'Atalanta va continuer en Europe, peut-être aussi en Italie. Et puis en me faisant aussi les matchs de l'Atalanta, ça grince un peu, ça couine un peu quand même sur les dernières semaines. Où déjà à un moment donné, ça avait couiné hein, avant qu'ils fassent leur série de matchs nuls. C'est ça. D'ailleurs, Cédric Canales en avait fait un tweet. Et ça m'avait un peu, ça m'avait un peu sauté aux yeux, notamment sur le tweet de Cédric, parce que j'avais la même réflexion. Je me disais, ouais, 2-1, Atalanta, ouais, ok, mais bon, 2-1, ils l'ont un peu arraché quand même à la dernière. Ils l'ont un peu arraché comme Lookman ça s'est fait vers la perdre. fin de match. Le contenu était un peu plus difficile. Et puis ensuite, il y a eu la série de matchs nuls. Où tu te dis, bon, ok, les adversaires, c'est pas non plus des clowns. Hein. Tu avais affronté la Juve, la Lazio. Contre Com, tu avais gagné, mais c'était difficile. Et puis, du coup, là, tu avais perdu ton avant-dernier match. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors après, est-ce qu'on peut lier ça à la blessure de Retegui, qui est revenu récemment et qui, justement, a notamment permis la victoire ce week-end? Euh, Possiblement. Mais Lookman vient de se blesser aussi, tu me diras. Donc, c'est vrai que là, entre guillemets, ça s'équilibre. Lookman qui était quand même aussi un homme important sur la première partie de saison. Donc, moi, cet Atalanta, quand même, moi, honnêtement, sans, entre guillemets, un peu jouer les prophètes du passé, quand j'entendais l'Atalanta jouer le titre et tout, j'avais déjà mis une réserve. C'est pas la première année où on dit l'Atalanta peut jouer le titre. En 2020, on l'avait dit pareil. 2 saisons après, on avait dit pareil. Quand ils étaient proches vers la troisième place aussi. Je me souviens aussi quand on fait un peu, si je me trompe pas, est-ce que c'était pas il y a 2 ou 3 ans quand l'Atalanta je crois que c'était la saison qui précède leur septième place. On les mettait aussi un peu dans ce bataillon jusqu'en janvier, jusqu'en décembre-janvier plutôt, où ils étaient un peu inscrits comme potentiels concurrents au Scudetto. Pour moi, l'Atalanta, pour le moment, c'est pas une équipe qui peut se prétendre réellement candidate au Scudetto dès le début de saison. Gasperini, d'ailleurs, avait pas voulu l'admettre. Hein. Je crois que ça lui a posé la question il y a quelques semaines quand il était au coude à coude Il a entre envoyé la Napoli et patate Lazio. chaude. Ouais, si vous vous souvenez, vous savez, quand la Lazio, le Napoli, tout le monde se tenait en 1 ou 2 points. On disait oui, le Scudetto, ça lui a posé en question fin novembre, début décembre. Il a dit on va continuer, on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin, et après vous me reposez la question quelques semaines après. Et mine de rien, on se disait ouais, il évite la question, il ne veut pas dire qu'il prétend Scudetto, mais mine de rien, il l'a joué intelligent parce que maintenant l'Atalanta n'est que à 4 points, mais commence quand même un petit peu à décrocher. Les matchs vont pas se réduire. Ils ont balancé des matchs, mine de rien, en Arabie Saoudite, mais à la fin, ça n'a pas tellement aidé. Sauf qu'ils ont perdu ils ont fait match nul et ont perdu les matchs qui ont suivi, donc ils ont perdu des points. Donc non, pour moi, l'Atalanta, ça manque encore de cette expérience comme ce que peut avoir l'Inter ou le Napoli. Et puis, respect à Gasperini, mais c'est pas un entraîneur, entre guillemets, au début, où tu te dis, je peux même avec des années viser le Scudetto dès le début de saison, comme un Conte ou comme un Inzaghi, qui, en plus d'avoir le titre, avoir gagné le Scudetto, ont aussi cette expérience du très haut niveau en Serie A dans la régularité. Ouais, je te rejoins personnellement par rapport à ça, même s'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort, ou du moins de la DA qui dort, parce qu'elle est capable de retrouver, entre guillemets, une certaine folie, comme ce à quoi elle nous a habitués sur les dernières saisons, et pourquoi pas venir gêner au moins cette course au titre, puisque l'Atalanta retrouvera bien évidemment, que ce soit le Napoli et que ce soit l'Inter pour cette deuxième partie de saison. Je pense qu'on a fait le tour, les gars, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce premier thème, peut-être un élément important que j'aurais oublié d'émettre. Un petit élément, mine de rien, qui est aussi important à noter. Euh, Côté Napoli, alors je vais peut-être faire peur à quelques supporters de l'Inter, mais moi, c'est un truc au Napoli qui est quand même aussi assez intéressant. Je regardais un petit peu leurs 5 derniers matchs. Et alors, c'est vrai qu'on parlait victoire 1-0 contre Venise, victoire 3-2 contre l'Atalanta, 2-1 contre la Juve. Donc, des scores serrés. Mais bon, score serré, j'ai envie de dire, il faut aussi regarder l'adversaire.
score serré contre l'Atalanta, score serré contre la Juve. C'est aussi à relativiser en se disant que, certes, parce que tu vois, par exemple, si je me souviens bien, ils avaient éclaté la Fiorentina à l'extérieur, ils avaient tapé les Las Vérone, alors sans démonstration de force, mais ils avaient tapé. Et moi, un point quand même qui peut me faire un peu peur sur le Napoli, c'est que les points perdus, je les vois pas perdre contre les grosses équipes, tu vois, les styles Juve, Inter, tout ça. J'ai du mal à avoir vraiment une défaite un peu cinglante contre ce genre d'équipe. Je pense que ça peut perdre des points contre les, voilà, un peu les mal classés, les Cagliari, les Udinese, ce genre de choses. Et c'est ça en fait qui me fait un peu peur pour cette course au titre. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours un peu cet homme providentiel. Alors là, pour le moment, c'est Zambo Anguissa qui endosse le costume. Lukaku a un petit peu été mis de côté, mais à un moment, c'était Politano. Peut-être qu'à l'avenir, c'est David Neres qui mettra le 2-1 contre la Roma. Tu vois ce que je veux dire, P5, c'est-à-dire que on dirait qu'il y a un peu ce costume d'homme providentiel où c'est pas un homme qui le porte, c'est un peu les offensifs de cette équipe. Et moi, c'est un peu ce qui me fait un peu peur, c'est je me dis, est-ce que ça va vraiment tenir jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'à chaque fois, il y aura un joueur de cette équipe qui va venir sauver le Napoli d'un match compliqué, d'une mi-temps compliquée, d'un temps fort adverse compliqué, avec ce but qui pourra les remettre dans le sens de la marche toute la saison? Et moi, pour être honnête, c'est un point qui peut m'inquiéter parce que on est à la 22e journée. Il reste 16 journées. Ça peut encore tenir à un match par semaine, plus les mecs du banc qui peuvent, on sait jamais, te sortir un but comme un Simeone, comme un Il McTominay reste. si S'il n'est pas mis reste. sur le Il a banc. annoncé sur le C'est ça. départ, Simeone. Et d'ailleurs, je me permets de souligner avant que tu termines qu'on ne sait pas non plus de quoi va être fait la fin du mercato napolitain. On parle notamment d'un renfort offensif supplémentaire pour compenser la perte de C'est ça. Guevara. Donc, ça pourrait être une Ça arme de parlait de plus. Garnacho, ça parlait de Adeyemi. Adeyemi, tu vois. Ça peut encore amener des armes supplémentaires au Napoli. Donc, moi, cette notion de l'homme providentiel, ça peut tenir. Franchement, moi, généralement, je suis pas très fan de ce. Vous savez que je suis pas très fan un peu des fameux. Ça peut tenir à la fin du match. Voilà, les fameuses victoires à la 90e minute ou plus. Pour moi, c'est pas comme ça que tu gagnes un scudetto sur la durée. Mais voilà, c'est quand même assez répétitif depuis quand même plusieurs semaines. Cet homme qui permet au Napoli de prendre le but d'avance et de gagner le match, c'est quand même assez récurrent. Donc je me demande vraiment si ça peut pas tenir toute la saison. C'est du Conte, hein, finalement. Comme on l'avait vu Après, à on l'a eu l'époque. la saison dernière, ça, hein. Vas-y, vas-y, Antoine. Je te laisse terminer. Après, les gars, on enchaîne. C'est quelque chose qui nous est arrivé la saison dernière aussi, hein, sur des matchs, hein. Ouais, et Stratégie, justement, la saison dernière, ouais, on a été champion techniquement. Donc, Et même l'année où ouais, on c'est est ça. champion avec Conte, hein, en 2021. Le Darmian. but de Darmian Le but contre de le Darmian Cagliari, contre le Hellas, je pense que tout le monde s'en rappelle. c'est ça, le but de Darmian aussi contre Il n'y en Cagliari, a pas qu'un Darmian, hein, comme ça, il y le en a but deux, de Vidal trois. contre la Juve. C'est ça. C'est pour ça que ce Napoli est bien parti et il va falloir que l'Inter assume finalement sa supériorité qui était du moins, on va dire, assumée sur l'avant-saison pour aller chercher ce titre qui lui permettrait de faire le back-to-back pour la première fois depuis la Juve en 2020. Donc ce serait pas rien et ça permettrait de te pérenniser sur le temps long. D'ailleurs, en parlant de Darmian, les amis, la transition est toute trouvée. Je vous raffiche le programme pour vous annoncer ce sur quoi nous allons désormais enchaîner, basculer sur le sujet concernant les remplaçants, dont Darmian fait partie, avec peut-être un rendement qui n'est pas à la hauteur des ambitions de l'Inter sur les différentes compétitions cette saison. Avant ça, je le rappelle, hein, pour celles et ceux qui sont en direct avec nous sur la chaîne Twitch de la Benehamata, d'abord on vous salue, bien évidemment, et on vous souhaite la très belle année. Au-delà de ça, on vous rappelle que vous pouvez participer oralement à l'émission avec nous en direct. Il faut tout simplement pour cela rejoindre le serveur Discord de la Benehamata, dont le lien est dans le commentaire épinglé du chat Twitch. Vous vous connectez au vocal Radio Libre et vous patientez le temps que je vous donne la parole. Donc n'hésitez pas les amis, il nous reste 2 sujets à voir ensemble et notamment celui à propos des remplaçants parce qu'avec près de 70 matchs à jouer cette saison, la qualité et l'apport du banc représentent à coup sûr une variable importante pour se montrer compétitif sur tous les tableaux. Simone Inzaghi, qui vient d'ailleurs d'atteindre, je ne sais pas si vous avez vu la stat, les 200 victoires en Serie A de la manière la plus rapide possible, du moins avec le moins de matchs nécessaires dans l'histoire de la Serie A, s'appuie beaucoup
cette saison sur les joueurs de seconde lame, pour utiliser une expression assez grossière. Sauf que ces joueurs de seconde lame, pardon, ne semblent pas toujours le lui rendre de la meilleure des façons. J'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ce débat. D'abord, de manière globale, je vais te donner la parole à toi, Antoine, pour commencer. Question très crue, question très directe, question fermée, même si tu peux développer ensuite. Est-ce que pour toi, les remplaçants sont à la hauteur des ambitions de l'Inter cette saison? Oui et non. Alors, on en a une Réponse de partie Suisse. de... Ouais, voilà. On en a une partie qui sont quand même au niveau. Bah, je pense qu'on peut penser à De Vrij. Enfin, même s'il est en train de redevenir titulaire. Alors, concernant De Vrij, Voilà. je me permets parce que tu ouvres une brèche très intéressante. Je me suis concentré, comme vous le voyez affiché à droite, sur différentes statistiques entre le 11 titulaire et le banc des remplaçants. Pour contextualiser un petit peu, concernant les titulaires, j'ai choisi la composition classique à la seule différence par rapport à la saison dernière d'incorporer justement Stéphane De Vrij, étant donné qu'Acerbi a commencé la saison blessé. Donc les perspectives partaient déjà vers le néerlandais titulaire. Donc pour les statistiques que vous voyez affichées à droite et que je mentionnerai en temps voulu au fur et à mesure du débat, j'ai choisi Yann Sommer, Bastoni, De Vrij, Pavard, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Lautaro devant. Et concernant le banc des remplaçants, j'ai pris tous les joueurs de l'effectif professionnel aptes à jouer sur les différents tableaux, au moins un. C'est-à-dire, je les évoque rapidement, Martinez dans les cages, Di Gennaro également, Bisek, Palacios, Acerbi, Augusto, Darmian derrière, Aslani, Fratesi, Zielinski, Buchanan au milieu de terrain, et devant Correa, Taremi, Arnautovic. Comme ça, vous avez tout simplement le spectre de l'analyse, et notamment les chiffres qui les évoquent, puisque vous voyez qu'il y a quand même des choses assez évocatrices. Je te rends la parole, Antoine, mais je voulais juste préciser ça pour les auditeurs. Ouais, bah, pour aller un petit peu droit au but, on a une partie des remplaçants qui font le taf. Du coup, j'ai parlé de Vrij, on va aussi dire Bisek, qui est même un peu plus qu'un remplaçant, je pense, pour certains C'est vrai. maintenant. Carlos Augusto, c'est vraiment le remplaçant qu'il faut dans ton équipe, au même titre que Darmian. Et bah, Zielinski, c'est, comment dire, c'est assez, je sais pas trop quoi penser de lui. Il fait le taf sans non plus nous faire dire waouh. Donc ça reste un bon remplaçant. Et bah Martins, il a joué qu'un match. Ce match-là, il a bien joué, mais voilà quoi. Après, Arnautovic, c'est notre moins mauvais des attaquants remplaçants, je trouve. Et sinon, bah, Fratesi qui s'est peut-être relancé au dernier match, j'espère. Mais sinon, c'est vrai que pour certains autres remplaçants, c'est plus compliqué. Bah, Palacios qui débarque de l'Europe, très jeune. Aslani, bah, on s'est constaté que c'est très dur. Correa, bah, c'est même plus censé être au club, en fait, normalement. Vous avez vu Et d'ailleurs Taremi, la bah, vidéo oui, c'est Galliani, non? Je sais plus si c'est du Galliani. prêt, C'est Galliani dans le pour train. négocier le prêt de Palacios, et il a dit, La séquence est folle. Zilio lui a dit quelque chose, prends Correa aussi, La séquence est complètement dingue. J'étais obligé de la mentionner, mais ça permettait de souligner, d'appuyer un petit peu ton propos. Toi, Karim, de manière un petit peu plus globale, sans forcément tout de suite rentrer dans les différents Mhm. cas, est-ce que tu penses que on était en droit de s'attendre à plus de ces joueurs-là? Et je parle de leur qualité intrinsèque, parce que quand on regarde un petit peu de manière brute la statistique que j'ai évoquée sur le troisième tiret, la moyenne de points quand les remplaçants sont sur le terrain n'est pas catastrophique, au contraire, même si ça reste des échantillons beaucoup plus courts, ça montre qu'ils sont capables de maintenir l'équipe à un niveau de compétitivité similaire. Est-ce que tu le ressens comme ça d'un point de vue visuel, ou justement il y a peut-être des lacunes qui ne peuvent pas être expliquées par les statistiques? Non, pour moi, il y a vraiment deux styles de remplaçants un peu à dissocier. Il y a les remplaçants qui ont montré avant et qui continuent de montrer et qui progressent. Et il y a les remplaçants qui ont pas montré avant, qui continuent de rien montrer et qui, eux, ne progressent plus. Par exemple, et le joueur qui rentre évidemment le plus dans la première catégorie, c'est clairement Yann Bissek,
qui a prouvé la saison dernière sa fiabilité et, sa fiabilité par ses performances, pardon, qui cette saison a pris le lead quand Parvar n'était pas là, même s'il y a eu des séquences peut-être un petit peu moins bien. On peut penser au match contre le Milan en Supercopa, et qui, pour l'avenir, nous donne de beaux espoirs sur des futures entrées et même potentielles places de titulaire à un moment donné. Et puis après, tu as l'autre partie, la deuxième partie, incarnée par son leader Christian Aslani, qui n'ont pas montré avant, qui sont là quand même depuis 2022. Aslani, il ne faut pas oublier qu'il est là depuis le mercato 2022, qui cette saison-là est décevant et qui sur l'avenir, j'ai enterré mes espoirs sur Aslani depuis déjà le mercato d'été où j'aurais bien aimé qu'une belle offre arrive pour son départ. Et donc il y a ces joueurs-là à gauche qu'il faut garder, qu'il faut conserver et qui sont utiles pour l'Inter, Bissek, Carlos Augusto. Zielinski, j'aime pas le mettre dans les remplaçants quand même, mais bon, il sait qu'il a quand même, je vais regarder, je me suis fait les stats, 1242 minutes, je vais le mettre dans les remplaçants du coup. Zielinski, donc Carlos Augusto, Bissek, je pourrais aller chercher sur un joueur comme Fratesi s'il n'a pas envie à chaque fois de se barrer tous les 4 matins. Voilà, ce genre de joueurs-là, ils ont prouvé par le passé, mais pas tous chacun à leur échelle plutôt. Ils ont eu des performances intéressantes cette saison. Ils ont été d'une certaine fiabilité aussi. Et pour l'avenir, il y a des espoirs à avoir. Alors bon, des espoirs, Zelensky, évidemment, on n'attend pas une marge de progression, on attend juste un niveau plus constant et régulier. Mais Carlos Augusto évoque aussi cette fiabilité où tu te dis, allez, je pense qu'avec encore un peu, peut-être plus de minutes, je pense qu'on pourra avoir un Carlos Augusto encore plus décisif que ce qu'on a pu avoir la saison dernière et cette saison. Et puis après, pour moi, tu as les autres qui sont Joaquin Correa, Marco Arnautovic, Christian Aslani. Pour le moment, je mets pas encore Mehdi Taremi, pardon. Mehdi Taremi, il est dans une case, il est dans l'entre-deux. Il swipe un petit peu entre les deux. Il fait une case à une autre, il fait un petit peu des voyages entre les deux. Pour moi, je le mets pas encore dans cette case définitivement. Et s'il y a un autre joueur que je pourrais mettre dedans, mais lui, ce problème, c'est qu'on manque de minutes, et lui, je ne sais pas tellement quel est le plan de l'Inter pour lui, c'est Joseph Martinez, même si lui, c'est moins problématique parce que Yann Sommer se ne laisse pas trop. Mais pour moi, les remplaçants de base cette saison, moi, j'avais quand même on enlève Aslani, j'avais quand même un certain niveau d'attente. J'avais un niveau d'attente envers Taremi, Fratesi, On Zielinski, parlait, Carlos et je tiens à le Augusto. préciser, du meilleur effectif d'Italie en début de saison. C'est pour ça aussi que ça C'est ça. Et concordait pour moi, avec le c'est principe pas. d'aller chercher Et pour 2 moi, trophées. c'est ça. Et pour moi, ça changeait pas. Pour moi, si on regarde dans l'effectif, on est quand même sur le meilleur niveau, le meilleur effectif d'Italie, parce qu'en fait, on a des pics de joueurs d'individualité qui sont quand même sacrément. Je veux dire, quand t'as du Barella, du Çalhanoğlu, du Lautaro, du Marcus Thuram, du Yann Sommer, du Federico Di Marco, du Bastoni, en fait, ton pic d'individualité est tellement haut que ton pic d'individualité bas avec tes remplaçants pas ouf, bah en fait, c'est compensé. C'est pour ça que l'effectif le plus complet, moi, je suis 100% d'accord que c'est l'Atalanta ou le Napoli. Ça dépend un peu dans quelle vision tu regardes, mais l'effectif le plus complet, l'Atalanta ou le Napoli, est un effectif bien plus complet parce que le niveau euh, est beaucoup plus homogène que nous, qui est vraiment hétérogène. Enfin, je veux dire, quand tu as regardé Çalhanoğlu, Aslani, et t'as vu l'hétérogénéité, je vais y arriver. Quand tu vois Ouais, nos c'est ça notre attaquants, défaut, hein. quand tu vois nos attaquants titulaires et remplaçants, pour aller se mouiller la nuque un peu après. Donc c'était ça. Mais après P5, moi je vais pas réécrire l'histoire. Moi j'avais des espoirs sur les joueurs qui étaient sur le banc au mercato d'été, quand tu te fais l'équipe type et tu te fais le banc, moi j'avais des espoirs sur le mec sur le banc. Il y a des mecs, comme j'ai dit, qui ont confirmé ces espoirs. Il y a des mecs qui sont un peu dans un entre-deux comme un Taremi. Il y a des mecs où tu sais pas. Bon, Joseph Martinez, bah, moi j'ai rien à dire. Je sais même pas quel est son, comment ça va s'agencer son temps de jeu. Et puis il y a des mecs qui devaient partir par contre, et que t'as pas trouvé de porte de sortie, ou peut-être que tu croyais encore en eux, comme Arnautovic, Correa, Aslani, on les a fait. Donc pour moi, le niveau des remplaçants P5, euh, globalement, moi, si tu me dis qu'il est problématique, je pourrais dire qu'il est problématique. Parce que quand Lautaro était moins bon sur le début de saison, bah, t'as personne qui a pris le lead. On le voit sur Dans les les remplaçants, statistiques, hein. évidemment, je parle. On voit sur les Voilà. statistiques en termes Thuram quand même, hein. d'aspect décisif. Oui, mais Les Thuram n'est 11 pas un joueurs remplaçant. titulaires globalisent la
majorité des buts et des passes décisives effectuées, alors qu'on parle encore une fois d'un effectif qui tourne beaucoup. Il y a un gros roulement, donc ça traduit quand même le fait qu'il Ah, y mais a c'était le une rôle de certaine Taremi, hiérarchie. ça. Oui, Comme- mais c'est pour ça. Mais c'est ce que je dis. D'ailleurs c'est ce que j'avais dit dans le précédent podcast avec Maxime et quand Maxime avait parlé de Taremi, c'est ce que je dis. Moi, j'avais défendu Taremi sur le cas parce que je trouvais que par rapport à d'autres, fallait pas, quand comparé aux autres attaquants, fallait se calmer. Hein. Taremi, c'était loin d'être le pire des trois autres, enfin des deux autres plutôt en plus, notre ami autrichien et argentin. Mais j'étais évidemment déçu. Mais moi, je suis C'est déçu pas de le ce qu'il pire, mais c'est propose pas le Taremi. meilleur, hein. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit dans le podcast. J'ai dit, je suis déçu des performances de Taremi. Je vais pas arriver sur le podcast et dire Taremi, c'est incroyable. Il a fait 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. On est sur le meilleur joueur de Serie A. Mais c'est pour ça que Taremi, je le mets dans l'entre-deux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le mets vraiment dans un entre-deux où pour le moment, je suis pas positionné. Il peut aussi bien rentrer dans mes satisfactions des remplaçants comme mes déceptions. Et pour finir, P5, moi, je pense que sur ce banc-là, il y a des choses à améliorer cet été, J'allais clairement. y venir. Euh, J'allais y venir si tu me permets. J'allais ouvrir un c'est petit peu le ça. sujet là-dessus Ben, parce qu'on parle de juste, manière juste avant le globale. mercato, Vas-y. eh ben, juste avant le mercato pour finir, alors pour pas spoiler ce débat, il y a aussi une chose chez les remplaçants. Moi, je me fais pas de faux espoirs et je me dis pas qu'on aura les remplaçants que le Bayern 2020 a eu à une époque, que le Barça 2009 a eu une époque, que le Liverpool 2018 a eu une époque. Je me fais pas ce genre d'espoir en me disant on aura des remplaçants de top qualité, on aura les mêmes niveaux que les titulaires. Ça va être incroyable, un effectif ultra homogène avec des pics d'individualité de fou partout. Il faut revenir. De toute façon, même les grosses équipes, déjà, ça n'a jamais tenu. Quand tu regardes bien, même les grosses équipes qui ont eu ce genre d'emplacement, rappelez-vous Manchester City il y a quelques années, à la fin, tout le monde a demandé à se barrer, parce qu'à un moment donné, moi, je veux mon temps de jeu et je joue pas assez, le titulaire joue beaucoup plus que moi. Donc, à la fin, c'est même pas tenable, ce genre d'effectif sur la durée, mais avoir au moins des niveaux qui soient resserrés. Ne plus avoir, je pense que vous me comprenez, ne plus avoir des écarts aussi immenses que Çalhanoğlu à Slany. Je veux dire, le delta, il est tellement énorme que tu peux pas te C'est permettre un d'avoir un gouffre, équipe là. comme ça dans C'est ça une le équipe comme problème. l'Inter. C'est, pour moi, franchement, hein, j'utilise un mot peut-être un peu trop gros. Pour moi, c'est interdit d'avoir ce genre d'écart dans un club comme l'Inter, surtout d'ailleurs à un poste aussi clé que le Regista, C'est ça d'avoir un l'important. écart aussi gros entre les deux. C'est, Et pour le moi, plus c'est gros vraiment problème, ça c'est qui est pas autorisé. que le Vas-y. problème, c'est qu'en plus, cette saison, Çalhanoğlu enchaîne les blessures. Ça peut poser la Le question poste où le de l'avenir remplaçant avec lui pose d'ailleurs. le plus, le poste où le remplaçant pose le plus de problèmes, limite, c'est là où il y a le plus d'enchaînement de blessures. Parce qu'encore, il y a Acerbi qui les enchaîne, mais De Vrij fait le taf. Là, on a Çalhanoğlu, c'est sa deuxième, entre guillemets, grosse blessure. Quand je dis grosse blessure, c'est qu'il y a plusieurs semaines qu'il peut sauter. Il y a cette rumeur comme quoi, je sais pas si vous voyez, il peut se faire sanctionner et avoir des matchs de suspension à cause des histoires qu'il y a eu, l'affaire avec les ultras, qui leur a parlé et tout ça. Donc, ça pose vraiment problème, à Slany, C'est d'ailleurs un Çalhanoğlu. scénario Donc, similaire à ce qui s'était passé il y a quelques années avec Brozovic. On a le souvenir de ces tentatives exactement. de positionnement regista de Barella à l'époque qui n'avait pas été concluant, Vecino, même Çalhanoğlu qui avait été testé, je crois que c'était le match contre Liverpool si je dis pas de bêtises, où ça n'avait pas été vraiment, vraiment bon, c'était peut-être un petit peu avant, mais c'est clair que ça souligne le fait, et je rejoins notamment la position de Karim, que ça manque un petit peu d'équilibre en fait sur le banc en termes de fiabilité. Parce que c'est ça l'important aujourd'hui pour une équipe comme l'Inter, surtout qui est habituée sur les dernières saisons à vivre entre guillemets au jour le jour avec des joueurs capables de te donner un rendement immédiat. C'est quelque chose qui malheureusement ne peut pas être tout simplement une évidence à certains postes. Et d'ailleurs, j'en profite avant pour remercier Nino d'avoir lâché le petit follow sur Twitch. Ça fait plaisir. On revient directement dans le sujet. Je voulais venir là-dessus pour terminer un petit peu ce débat par rapport au banc. D'une manière assez globale, on a parlé de déception, mais si on devait se concentrer sur un secteur de jeu en priorité, vous, subjectivement, lequel vous pose le plus de problèmes, même si là, en ayant évoqué la situation de Çalhanoğlu derrière, je pense qu'on a enfoncé une porte ouverte, mais vers lequel vous iriez tout simplement vous préoccuper en premier lieu pour le futur de l'Inter? Est-ce que c'est ce milieu de terrain avec Çalhanoğlu, Aslani, ou est-ce que par exemple on peut partir du principe que Zelinski dans un futur plus ou moins proche sera capable d'assumer, et dans ce cas-là tu peux peut-être aller chercher un autre joueur offensif capable d'empiler les buts?
Comment vous voyez la chose? Lequel secteur pour vous est le plus Bah, prioritaire? l'Inter, je sais pas si c'est conclu, mais c'est quasiment conclu le croix de Suzic. C'est ça. Je crois que ça va se Hmm. faire. Il va venir après la Coupe du Monde des clubs. Enfin, juste avant la Coupe du Monde des clubs. Dans l'idéal, c'est une Regista, la priorité. Après, moi, si on me dit que le mercato idéal, entre guillemets, c'est une Regista, un attaquant, un libéro. Ah, mais là, Mais en premier lieu, j'irai chercher la là, c'est Regista. trop facile. Dans ce cas-là, on prend 10 joueurs sur chaque ligne et tout va bien. Non, le but là, c'est de cibler. De cibler, mais Non, au-delà mais même la du Regista, mercato. c'est le Là, au-delà même du mercato, l'idée, c'est en se basant même sur le mercato actuel, parce que dans une certaine réalité, tu peux pas recruter. L'idée, c'est peut-être, j'ai pas mal posé ma question, mais j'aimerais savoir le secteur pour vous qui est le plus déficitaire. C'est-à-dire où tu te dis, avec ce que j'ai en ma possession, si tu te mets à la place d'Inzaghi, Regista. bah, je suis pas sûr de savoir quoi faire. Parce que par exemple, et après, Karim, je te laisserai enchaîner, moi, je pense que le secteur offensif est plus préoccupant que le milieu de terrain à partir du moment où les solutions peuvent être trouvées par Inzaghi comme il l'a fait par le passé. Alors que la position numéro 9, elle s'invente pas. Marquer des buts, ça s'invente pas comme ça, du jour au lendemain. Bah, moi, P5, tu m'as volé un petit peu ces arguments-là, mais c'est exactement ce que je vais dire. Pour moi, Zielinski peut dépanner à ce C'est poste ça. de numéro 6 jusqu'à la fin de saison. Et après, aller sur le mercato. De toute façon, moi, je le répète depuis souvent, moi, les 4 postes qu'il fallait renforcer, c'est les 3 mêmes qu'Antoine, plus le poste de piston droit, pour trouver une concurrence à Dumfries. Mais si on parle de maintenant, là, tout de suite, moi, le poste qui m'inquiète le plus pour les prochains mois, c'est le poste d'attaquant. Parce que là, en fait, on a eu une somme de facteurs positifs, pour une fois que l'Inter a une somme de facteurs qui s'enchaînent pour nous. C'est que Thuram a très bien commencé la saison, quand Lautaro a très mal commencé, parce qu'il a très mal commencé, hein. Parce que vu on n'a pas trop le droit de dire maintenant qu'il avait mal commencé la saison, je sais pas si ce que je dis Oh, est c'est assez dangereux évident. peut-être. Enfin, on enfonce une porte ouverte. Ah, bah, moi Critiquer, j'ai lu des choses, critiquer, maintenant on n'avait plus le droit de dire que critiquer Lautaro, n'est pas on n'avait détester, plus le hein. droit de oui, on n'avait pas le droit de dire Voilà. que Lautaro il faisait un bon début Si. de saison, donc Ah si. Il y a il, des raisons. Il on y a des pouvait. raisons aussi qui font qu'il a mal Oui, entamé il y a sa des raisons. saison, Ah ouais, mais mais le les raisons, de constat, toute le façon, constat est implacable. Oui, mais Ou alors dans ce cas-là, on ne met pas dans le top 5 Ballon d'Or, pour certains. les abonnés, de toute façon, au P5, les abonnés ont très certainement écouté les podcasts avec Loïc Moreau, avec Renaud, avec Fédé et les autres où on a parlé les raisons, on les a évoquées sur de multiples podcasts. Mais oui, donc Lautaro très mal commencé la saison, mais Thuram a pris le lead. Thuram a été un petit peu moins en forme sur la fin de 2024. Lautaro a commencé sa saison fin 2024, donc ça a permis un peu de compenser. Et encore, Thuram faisait encore des passes décisives et était encore influent dans le jeu. Et là, Lautaro commence plein balle cette année 2025. Et Thuram, mine de rien aussi, hein, Thuram ne ralentit pas le rythme. Enfin, il ralentit le rythme, mais garde quand même un bon rythme. Donc, on a eu heureusement que Thuram. En fait, notre saison, enfin notre course au Scudetto, est maintenu en vie parce que Marcus Thuram commence très très bien la saison et très fort la saison avec des buts importants et clés. Si Marcus Thuram fait juste un bon début de saison ou un début de saison normal, franchement, je vous le dis, hein, on est peut-être au même niveau de points que la Juventus ou quelques points derrière l'Atalanta ou la Lazio, hein, ce genre de points-là. Donc pour moi, vraiment, le problème est vraiment actuellement, là, maintenant, tout de suite, si tu me dis tu ramènes un seul joueur, tu ramènes quoi? C'est clairement le numéro 9 parce que Taremi est en difficulté et que les deux autres, je les compte même pas pour moi comme des joueurs qui peuvent espérer faire changer le cours d'une rencontre de Serie A. Je n'ose même pas parler de Ligue des Champions, même de Serie A, changer le cours d'un gros match de Serie A, je compte pas sur nos deux autres attaquants numéro 8 et numéro 11. Donc moi je suis d'accord avec toi, P5, le numéro 9, Tu et peux pas c'est une de mes l'inventer. sources d'inquiétude. Et moi c'est une source, moi je le dis honnêtement, hein, moi c'est une source d'inquiétude en Ligue des Champions. Moi la Ligue des Champions, vous savez que moi j'avais déjà préconisé, comme l'année dernière, de faire demi-finale pour s'installer régulièrement dans le dernier carré, pour prétendre à être vraiment l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc pour moi l'objectif est encore la demi-finale cette année. Pour atteindre une demi-finale, moi je suis quand même assez sceptique parce que de ce que j'ai vu les 2 fois dans les matchs de Milan où l'Inter s'est éteint de 2 manières un peu différentes, où l'Inter n'a pas joué le premier match et le deuxième match s'est fait manger et dans l'intensité et dans la mentalité, moi ces 2 matchs vraiment me fait beaucoup me remettre en question sur qu'est-ce qui va se passer pour nous en Ligue des Champions. Et quand je vois notre aussi incapacité de finition en Ligue des Champions où tu gagnes beaucoup de fois 1-0. Alors c'est souvent tombé bien pour l'Inter, mais contre Leverkusen, c'est con, c'est pas tombé bon pour toi, même si enfin, le but
il devait être refusé, tout ça. Mais à la fin, niveau occasion à Leverkusen, t'en avais déjà pas beaucoup, et le peu que tu as eu, bah, tu n'as même pas pu les marquer. Donc, moi, comme toi, P5, ce problème de numéro 9 est quand même très inquiétant aussi pour la fin de saison quand on enlève Toro et Ticus. Bah, pour donner un ordre d'idée, toutes compétitions confondues, si on compte les 5 attaquants qu'on mentionne depuis tout à l'heure, ils ont marqué à eux tous 32 buts. Est-ce que vous savez combien Lautaro et Thuram en ont mis dans ces 32? Je La crois moitié. ils ont dû en mettre même pas plus que la moitié. 26. Plus. 26. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Les trois quarts, en gros. C'est dire quand même. C'est dire, et c'est vrai que des joueurs qu'on attendait justement capables d'assurer cet intérim-là ne le sont pas. Le premier étant Mehdi Taremi, même si il y a quand même un contexte à mettre sur la table concernant l'Iranien, mais c'est vrai que je rejoindrais Karim sur l'idée, moi, que le rendement de certains remplaçants est décevant, mais par rapport à d'autres postes, tu peux pas inventer un joueur numéro 9. Tu peux réinventer, on a vu Bissek dans une position des de libéraux. centrale, enfin voilà, de libéraux dans cette défense à 3. Même un joueur aujourd'hui, je pense, comme Barella, est capable d'assurer, si vraiment il veut avoir ce regista, il est capable maintenant, avec sa maturité, de pouvoir Même si tu suppléer. connais mon avis, P5 sur Oui, Barella en Regista. oui, mais si t'as pas le choix, à un moment donné, t'es Barella obligé. Regista, c'est bien plus intéressant que Zielinski à mes yeux. Hmm. Pas certain. Ça, je pense que c'est le goût des couleurs. Zielinski, Moi, je suis la pas Parce sûr. frère, que, parce que Zielinski en pour fait, jouer le 20e de Serie A en Regista, ok. Par contre, bah, en si on fait, se retrouve Barella, à je pense que Çalhanoğlu Barella, on contre sous-estime une vraie équipe en l'apport Ligue des qu'il a en Champions, Mezzala. Barella, on sous-estime beaucoup trop l'importance qu'il a en Mezzala. En fait, si tu enlèves Barella du rôle de Tu perds Mezzala, l'équilibre. ouais, mais la ce phase que perd défensive de l'Inter, Zielinski, ce elle est que perd horrible. l'Inter, non, mais ce que perd l'Inter en Mezzala, ce que perd l'Inter avec Barella en Mezzala, je suis pas loin de dire incommensurable. Tu peux pas te permettre de perdre Et Barella non, la du phase son poste de Mezzala. défensive de Zielinski, Oui, la phase Oui, il faut défensive, qu'il oui, mais progresse. Il a le droit elle de est progresser. horrible. Il déjà, apprend. il y a eu quelques. Là, sur le dernier match contre, contre Lecce, quand même à l'extérieur, qui a joué ce poste, il y a eu quelques interceptions aussi, mine de rien, qu'il ne faisait pas sur les premières semaines quand il avait joué à ce poste-là, où c'était plus problématique. Déjà, il y a des placements, quand tu regardes certains placements, alors, c'est pas les placements de Çalhanoğlu, et ça sera jamais les placements de Çalhanoğlu, mais c'est déjà plus intéressant. Et déjà, il y a une progression entre le Zielinski, première fois qu'il a joué en 6, et ce match contre Lecce. Il y a déjà Attends, une progression dans son aspect défensif. moi, je mettrais juste une nuance dans ton discours et après, les gars, on enchaînera un petit peu. Quand tu dis jamais, est-ce qu'à l'époque, on aurait pu penser que Çalhanoğlu serait capable de faire ça? Je vous pose la question, les Ah gars. ouais, ouais, on avait des doutes. Après, il y a eu le match du Barça qui donnait des indications fortes. Bah, Il y a les eu ce premiers match contre matchs le de Barça. On s'est juste Çalhanoğlu comme dit, numéro 6 sont pas. Enfin, ah oui, quand il est testé, oui, c'est oui, bah, pas c'est comme bon. Barella. Zielinski, c'est Oui, c'est comme pareil. Il est Barella. pas, de Oui, c'est base, il n'est ça. pas prédestiné. Il n'est pas arrivé avec l'idée d'être numéro 6. Donc, je pense qu'il est capable, parce Exactement. que c'est un joueur intelligent, d'avoir aussi cette possibilité de se muer dans ce milieu aussi qu'il faut rappeler est très mobile, très hybride. Les joueurs, on le voit sur le terrain, permutent beaucoup, donc ils ont beaucoup de registres finalement à assumer. Je pense qu'il est autant capable de Çalhanoğlu de revêtir à l'avenir ce rôle-là. Après, encore une fois, c'est sûr que lui ne bénéficie pas d'un statut titulaire. Ça joue aussi, il a peut-être moins l'occasion de s'exprimer, donc c'est un peu moins évident. Si je devais, les gars, pour terminer cette partie, vous demander si on devait résumer le début de saison du banc des remplaçants de l'Inter par un seul nom, un seul joueur, lequel vous me ressortiriez? Question pas évidente, hein, parce qu'il faut savoir trouver un joueur qui est capable d'assumer l'équilibre. Moi, le mien est tout trouvé. Matteo Darmian. Matteo Darmian. Ouais. Toi, Karim? Hmm. Si je ressors un nom, Et dans le chat aussi, je hein, dirais, évidemment, les amis, n'hésitez pas. je partirais sur Carlos Augusto. Ok. Parce que mine de rien, il nous a montré du bon. Il a eu des failles, hein, lui aussi. Il a été défaillant sur quelques matchs de cette saison. Mais c'est un joueur qui a joué au poste quand on lui a demandé de jouer, sans rechigner. C'est un joueur, mine de rien, qui offre aussi, qui est en concurrence avec Federico Di Marco. Et mine de rien, des mecs qui peuvent être en concurrence avec Federico Di Marco et assurer un niveau de continuité dans le match quand Di Marco n'a plus de jeu, ça se trouve pas facilement sur le marché. Et c'est un joueur qui, je trouve, dans ses interviews, à chaque fois que j'ai pu voir les interviews d'après-match,
bah, c'est vraiment le collectif qui est toujours mis en avant. Et vraiment, à chaque interview, ça se répète à chaque fois. Euh, c'est, c'est peut-être des phrases, entre guillemets, dites comme ça, toutes faites, des phrases, entre guillemets, un peu intelligence artificielle que ChatGPT lui a sorti, peut-être. Mais vraiment, tu sens qu'il y a toujours un peu cet aspect de sacrifice collectif. Donc, c'est ce que pour moi les remplaçants doivent incarner à l'Inter. C'est vraiment cet esprit de sacrifice collectif. Et il a quand même aussi ses contributions individuelles avec ses buts et passes décisives. Bah écoute, tu suscites l'approbation du chat puisque Nino penche aussi pour Carlos Augusto. Moi, subjectivement, vous connaissez mon choix, même si c'est pas forcément le plus, le plus représentatif. Moi, j'aurais plus dit Zielinski parce que, à la différence de Carlos Augusto, il incarne aussi cette idée de référence que pas mal de joueurs sur le banc ont quand même en arrivant dans l'effectif, mais qui malheureusement n'arrivent pas à toujours le retranscrire sur le terrain. Même si vos deux exemples, les gars, sont plutôt pertinents pour traduire peut-être un sentiment mitigé concernant l'apport du banc cette saison du côté de l'Inter pour conclure ce sommaire. Bah, je pense, les amis, qu'on a fait le tour aussi par rapport à ça. On va pouvoir désormais terminer par la séquence un peu plus tranquille, un peu plus chill. On va chacun s'ouvrir aujourd'hui, se confesser quant à l'année 2025 de l'Inter, puisque je vous ai demandé, les amis de la team, mais aussi dans le chat, vos vœux très personnels, très subjectifs pour l'année 2025. Dernière occasion pour monter sur le stream, les amis, sur le live, si vous voulez donner en direct de façon orale votre vœu, n'hésitez pas. Vous rejoignez le serveur Discord de la Beneamata, dont le lien est inscrit dans le commentaire épinglé dans le chat Twitch. Vous vous mettez en connexion sur le salon Radio Libre et vous attendez que je vous donne tout simplement la parole. En attendant, on va nous d'abord chacun donner un petit peu nos... C'est pas le terme ambition, c'est vraiment le terme vœu qui correspond à l'idée de cette séquence. La tradition veut en général qu'au début de chaque nouvelle année, on ait tout simplement de nouvelles résolutions à adopter. Donc nous, la team, on s'est tout simplement prêté au jeu, mais on a changé un petit peu le concept, puisque l'idée c'est du coup de savoir, je le répète, qu'est-ce qu'on aimerait chacun voir à l'Inter pour 2025. Alors les gars, je sais pas ce que vous avez dit. J'ai volontairement omis le fait de savoir vos vœux pour être tout simplement comme le chat assez surpris. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? L'idée étant, voilà, vous donnez votre vœu en quelques mots et les autres réagissent. Si vous êtes vous aussi, Moi, pourquoi je pas, vais écouter hypé. Antoine en premier. Et ben on écoute Antoine en premier. Alors, moi, mon vœu, il y a des rumeurs en plus qui partent sur ça ces derniers temps, c'est une équipe B à l'Inter, en Série C. C'est quelque chose sur la bonne voie. Et bah, c'est l'étape pour un top club de Serie A, à mes yeux, pour se moderniser et pouvoir utiliser ces jeunes de la meilleure manière possible parce que, par exemple, on va prendre pas le cas de Palacios. C'est un joueur qui, entre guillemets, pourri, on va dire, même si c'est un peu normal que l'adaptation soit longue sur le banc et qu'avec une équipe B, bah, le mec pourrait régulièrement jouer en Italie et être à portée de main de l'Inter quand il faut l'utiliser. Et avoir ces jeunes comme Pio Esposito, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi l'année prochaine il pourrait être dans l'équipe B, bah, pouvoir faire grandir ses joueurs et qu'ils soient disponibles pour l'Inter si il y a des difficultés courant de la saison. Et puis même quand un joueur de l'équipe B montera, fera à peine 10-15 matchs à la saison comme remplaçant, faire un peu ce que la Juve a fait avec les Miretti, pouvoir par la suite revendre ses joueurs, permettrait bah, d'avoir des finances beaucoup plus saines, quoi. J'aime bien l'idée. Après, moi, le souci avec cette équipe que j'ai envie de voir aussi, c'était pour en faire quoi, justement? Si l'idée, c'est juste d'avoir une équipe réserve pour faire du profit, bah, franchement, c'est pas avec ça que tu vas dégager le plus de fonds. Moi, l'idée, c'est quand même que tu en crées une pour t'appuyer dessus, pour pourquoi pas faire progresser et intégrer des joueurs dans ton effectif pour après les revendre très cher. Ah oui, c'est aussi le but. Le but, c'est pas Quand je juste dis d'avoir ça, une par exemple, antichambre où tu fais jouer les jeunes et après tu vas les vendre en série B ou en mi-tableau de série A pour qu'ils explosent, quoi. C'est pas ah oui, l'intérêt. non, c'est pas ça que je veux dire. Mais par exemple, un joueur comme Esposito, enfin, Francesco Pio Esposito, je précise, bah, ça pourrait être cool, quoi, qui
bénéficie de cette C'est équipe clair. B, par exemple, et que par la suite, bah, Bah, Palacios en aussi, fonction de sa par exemple. progression, ouais, Palacios, comme je l'ai cité au début, bah, en fonction de sa progression, le mec, il pourrait s'intégrer à l'Inter. Et puis, dans le pire des cas, quand je parle d'un joueur qu'on pourra revendre par la suite, c'est vraiment le pire des cas du joueur qu'on commence un peu à faire jouer et que ça fonctionne pas trop. Bah, généralement, c'est des joueurs que, bah, un club comme le Genoa, il pourrait finir par toquer et dire, bon, et nous, on fait le constat, on se dit, bon, ben, finalement, ce joueur, il sera pas tant utile que ça à l'Inter. Le Genoa, il propose 5 millions. Bah, allez. Ok, Karim, sur la même longueur d'onde ou toi tu veux rester avec Euh, l'équipe U23? Enfin non, pas du ouais, tout du non. coup. Ah non, moi, l'équipe U23, vous savez très bien que c'est un de mes grands combats depuis plusieurs années à l'Inter. Après, tu parlais de source de profit, mais je regardais un peu ce qui se passait à la Juve et tout avant de faire le podcast, parce que je pense j'avais un peu au début une idée de vœux similaire, mais après je suis parti sur autre chose. Mais quand tu vois mine de rien que la Juve demande 20 millions actuellement pour Fagioli, qu'ils ont vendu Miretti à bon prix, que Ealing et Barrenetxea, ça leur a permis de faire baisser conséquemment le prix de Douglas Luiz, que Kenan Yildiz est sorti, enfin voilà le nombre, et puis désolé, mais Dino Huyssen de Bournemouth, quand tu vois qu'il sort de l'académie de la Juve, tu te dis, ah, nous aussi on en veut un comme ça. Donc en fait, Sous techniquement, t'es Allegri, hein, 100% il y en a qui gagnant. sont sortis, hein. Voilà, t'es 100% gagnant parce que soit le mec marche, il vient chez toi et tu peux faire une énorme plus-value peut-être quelques années plus tard quand il va partir parce que malheureusement, les vraiment top talents malheureusement ne restent pas encore en Serie A et les clubs de Serie A ne sont pas en position de refuser d'immenses offres. Soit alors, bah, si c'est un petit flop, tu pourras toujours le revendre à 10-15 millions d'euros, le prêter dans une opération pour récupérer un jeune un peu plus intéressant et prolifique. Donc, et puis, les jeunes du centre de formation au niveau amortissement, entre guillemets, hein, c'est zéro, parce que les mecs t'ont rien coûté notamment en coût de transfert. Le salaire est très faible. Les primes de signature pour les prolongations de contrat aussi sont quand même relativement faibles. Donc, c'est vraiment tout gagnant, que ce soit financièrement, aussi pour tes supporters, de se dire, voilà, Di Marco, on aime toujours répéter que c'est un gars qui est venu de chez nous, c'est un gars formé à l'Inter, tout ça, et on en veut plus, évidemment, c'est normal. Donc, il y a cette dimension d'appartenance, cette dimension financière, cette dimension sportive. Donc, je peux être que d'accord avec Antoine. L'équipe 23 n'a entre guillemets que des bons côtés. Bah, surtout quand tu vois les exemples, tu as parlé de la Juve, mais on peut aussi parler de l'Atalanta, qui sont pour l'instant des choses positives. Bon, là, le Milan, c'est un peu plus compliqué. Je crois d'ailleurs que le coach va se faire virer, si je dis pas de bêtises, mais C'est ça. c'est aussi comme ça que l'économie footballistique italienne va se reconstruire, parce que c'est très compliqué aujourd'hui, par le biais d'investisseurs Et la étrangers, Roma, de... et pour moi, comme j'ai dit, hein, la Roma doit en faire une, la Lazio doit Ah en faire oui, mais une. ça va C'est suivre. ça. Normalement, ça doit faire un peu comme les Ça doit se dominoes. démocratiser. Ça Oui, doit se C'est l'étape de démocratiser l'évolution à échelle. pour Mais le football au-delà que ça italien. doit se démocratiser, en fait, le 5, c'est pas qu'en 2047, la Lazio se dit, ça serait peut-être pas mal d'ouvrir une équipe U23, faudrait penser à y réfléchir. Non, c'est que ça se développe à, entre guillemets, vitesse grand V, sans foirer la chose, mais que, voilà, avec, entre guillemets, la possibilité, tu vois, la possibilité d'action, pour moi, les clubs, les gros clubs en tout cas, les gros clubs d'Italie, ils ont la possibilité d'action. Mais il manque la volonté. Tu sens quand même que ça ah, manque un peu de ça. volonté, cette histoire. On connaît les mentalités hein, de l'autre côté des Alpes. Donc là-dessus, on n'est pas forcément étonné. Et c'est pour ça que je le rappelle, cette séquence reste évidemment très subjective et assez pas irréaliste, on va dire, mais pas forcément la plus réaliste. Pour le coup, on essaye vraiment de faire parler les sentiments avant de faire parler la raison. Toi, Ça, c'est Karim, en bonne voie, hein, pour le oui, coup, je c'est en trouve. bonne voie. Pour l'Inter, c'est quelque chose qui devrait aboutir. Donc, c'est une bonne chose et tant mieux. On Pour la espère, saison pourquoi pas, en prochaine. Au parler stade ici. au stade de Monza. Alors, c'est pas sûr, ça, j'ai entendu parler, mais je sais pas si ça va être sûr. C'est des J'avoue ne pas rumeurs, comprendre. oui. J'avoue. Ça parle quand même d'une piste très préférentielle, quoi, de ce que j'ai pu voir. Mais Ouais, pourquoi? c'est ça. Il pourrait pas jouer Actuellement, c'est très à critique, mais piano? Ou c'est trop loin? Non, je crois que c'est pas adapté, hein. Ouais, je trouve ça Je crois étonnant que, d'aller jouer dans le voilà. stade je crois que d'un club. c'était même pas dans les pistes évoquées, hein. Ouais. Je crois pas que c'est adapté. Ouais, je crois qu'il n'est pas éligible. Sinon la Juve aurait fait jouer les siens à la Continassa. Oui, c'est vrai. Effectivement, vu comme ça semble logique. Karim, t'enchaînes ou tu veux que j'y aille moi?
Bah écoute, je vais me lancer. Alors c'est vrai que c'est pas Vas-y. un vœu entre guillemets très spécifique et marqué, on va dire comme une équipe U23 d'Antoine. Moi pour 2025, j'aimerais que ça soit un peu une nouvelle page entre guillemets, peut-être pas d'histoire, mais une nouvelle page qui se tourne pour l'Inter sur la partie financière. Et j'aimerais qu'à partir de 2025, la situation financière de l'Inter s'améliore et que c'est entre guillemets la fameuse nouvelle ère pour construire justement cette Inter plus compétitive, mais entre guillemets aussi s'ouvrir entre guillemets et faire de nous vraiment un grand club parmi les grands clubs d'Europe dans la pérennité. Évidemment, ça passe par le stade. On en avait parlé dans un podcast avec Cédric Canales, notamment par les revenus commerciaux où l'Inter a encore quand même du boulot à faire aussi sur ce coin-là. Alors ça, tu me diras, ça commence bien avec les 30 millions de Betson, mais il y a toujours mieux à faire. Mais évidemment, le numéro un, c'est bien évidemment le stade. Et je pense que dans ce football des années 2020, ce nouveau football, comme on dit, je pense que la partie économique est primordial pour pouvoir résister, entre guillemets, le plus possible aux assauts des gros clubs quand ils viennent te monter, quand ils viennent prendre tes joueurs, et ne plus être en situation d'urgence comme on l'a été en 2021, comme on l'a été en 2023 quand on a perdu Onana, quand on a perdu Hakimi, de se permettre que c'est pas, y a pas cette deadline comme on a eu les précédentes saisons de cette année, il va falloir vendre pour 80 millions parce qu'on n'a pas d'argent, faut combler un déficit qu'il y a. Et moi, j'aimerais que 2025, donc à partir du bilan de juillet 2025, que l'Inter vraiment, avec notamment Octree, passe justement dans cette nouvelle ère économique et financière et commence vraiment à se structurer de plus en plus pour vraiment se rapprocher et rentrer vraiment dans cette cour des grands. Alors, économiquement, on rivalisera pas, et je demande pas à rivaliser avec le Real économiquement. Faut évidemment rester, ou même rivaliser avec la Première Ligue. Faut évidemment rester réaliste, mais au moins de se dire que quand un club de PL vient pour vouloir prendre le titulaire, bah, au moins d'être en mesure de demander des gros chiffres et de pouvoir tenir aux chiffres qu'on demande sans se dire ouais mais quand même on est obligé d'accepter une offre moindre parce que on a terminé le bilan à moins 120 minutes de Ouais, temps. Donc, de pas vivre au-dessus de ses moyens, quoi. c'est ça. Et mais vraiment Après, c'est nos en fait c'est bilans sont dans surtout le plus depuis quelques saisons. enfin ils sont dans le plus parce que tu avais vendu du coup. C'est c'est pour ça Sur les deux c'est dernières parce que saisons, c'est oui mais parce que on t'as vend plus 2023 forcément qui depuis te deux sauve les saisons, miches, hein. t'as du Onana qui te sauve les miches tout ça donc en fait ils sont positifs Ouais, comme mais les le clubs de bilan Ligue 1. 2024. Non, mais tu as des bilans de Ligue 1 qui sont. Non, il n'est pas positif encore celui de 2024. C'est justement. Ça parle que celui de 2025 pourrait justement être positif parce que il y aurait le sponsor qui, cette fois-ci, lui paiera. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est comme les clubs de Ligue 1. Oui, on a fini positif. Oui, mais si on regarde le bilan avant que tu aies fait tes transferts, elle était quand même un peu moins positive. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et de pouvoir, entre guillemets, comme tu as dit, vivre dans nos moyens. Limite, entre guillemets, c'est pour ça que moi, on peut ne pas aimer Javier Tebas, mais le plan qu'il a fait pour la Liga, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'aimerais avoir le même en Italie, mais je le dis honnêtement, avec la même sévérité et avec un plan aussi tenu de manière stricte, où certes, il y aurait des clubs de Serie A qui seraient en difficulté les premières années, notamment un club de Rome, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ça sera bénéfique pour la Serie A au fur et à mesure des années, et ça permettra de régulariser un peu, de réguler plutôt le championnat et d'avoir des clubs sains financièrement qui pourront se permettre de vivre dans leurs moyens et de résister entre guillemets, le plus possible à des assauts pour leurs gros joueurs parmi les clubs de l'étranger. Et l'Inter doit passer ce cap financièrement et moi j'aimerais que ce cap soit passé dès 2025. Ok, bah écoute, c'est... J'ai envie de dire ambitieux, mais à la fois logique aussi, parce qu'avec l'arrivée d'Octree, en fait, ça symbolise un nouveau virage dans le projet de l'Inter depuis la décennie 2020. Donc, je pense là aussi, hein, comme l'équipe U23, si quelqu'un n'est pas satisfait de ce genre de demande, il ne veut pas le bien du club. Donc, c'est pas moi qui vais te contredire et te dire que ce que tu vois, c'est complètement illogique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ah Antoine, je ouais, pense que tu me rejoins.
Non, mais je vois pas ce que je pourrais rajouter. Ouais, Enfin, je vais pas dire que j'aime bien avoir chaque été en panique à dire bon, on perd Barella, bon, on perd Lautaro. les traditionnelles rumeurs, hein. C'était Bastoni l'été Après, dernier, hein, je me rappelle. ouais, il y Mais on avait les des. perdra, hein. Après, je Mais suis moi, confiant. justement, moi, je précise toujours pour pas que les gens peut-être pensent que je suis utopique. Moi, on perdra ces joueurs-là. À un moment donné, ces joueurs-là partiront de l'Inter à des sommes faramineuses dans Bien les sûr, mais prochaines années. ça, c'est le football en Mais, général. mais Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit quand Milan perd Tonali. C'est la raison qui est importante. Que tu perds, imaginons perdre, vendre Lautaro par exemple, vendre Lautaro 80-90 millions d'euros parce que tu dois combler un déficit, c'est pas pareil que vendre Lautaro bien sûr. 90 millions d'euros parce que c'était la plus grosse offre à ce moment-là et qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que et Lautaro voulait rejoindre ce club et blablabla. Mais en fait, moi, c'est les raisons qui poussent les transferts qui me gênaient les dernières années. Tu avais vendu Hakimi pour combler un déficit et tu avais vendu Onana pour combler un déficit. Moi, c'est les raisons des transferts qui me gênaient. De On passer de perdra soumis toujours à des joueurs. dominer. À dominant, pardon. On perdra pas ça. On perdra toujours des joueurs pour les gros clubs de PL Ça, c'est ou normal, c'est le le jeu Real du Strict. foot. C'est ça, Il y a meilleur c'est niveau. comme ça. Il y a meilleur Quand les niveau. mecs, moi, de toute façon, moi, vous connaissez ma règle. À partir de 100 millions d'euros, le joueur doit partir. Et moi, c'est ma règle. À 100 millions d'euros, n'importe quel joueur est vendable. À part si vraiment t'as Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais à part ces deux joueurs-là, du coup, ils sont trentenaires, donc ils coûtent plus 100 millions d'euros. Pour moi, à part ces deux joueurs-là, maintenant, dans le foot des années 2020, chaque joueur où une offre concrète arrive à 100 millions d'euros, c'est départ. Je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, ça, c'est la Après, réalité du nouveau football. pour en revenir sur la finance, d'année en année, il y a quand même des progrès. Bon, juste Ah oui, tout ce qui est oui, très sponsor, clairement. marketing, c'est pas encore au top. D'ailleurs, il y a 2 ans, quand on fait la finale de Ligue des Champions, cette histoire, on a fini la saison sans sponsor et tout. C'est un peu limite, quoi. D'ailleurs, P5, juste Je avant que crois tu que le donnes seul autre le... club qui avait ça, le seul autre club qui avait ça, c'était la Roma. Bah, Au la Juve a eu niveau ça des cette fonds, saison, tout du c'est la coup, parce que Roma. Jeep a fini le Euh, sponsor, donc la Juve a rien aussi cette saison. Ah, Ça leur cette fait un saison, truc ils ont rien? financier d'ailleurs. Ouais, ouais, t'as vu, ben, ils ont le truc Save the Children parce qu'ils ont le partenariat avec Jeep. Bon, tu vois, en fait, c'est Elkann qui négocie avec Elkann et ça s'est mal passé les négociations entre Elkann et Elkann. Donc, ils n'ont pas de sponsor cette année. Mais juste avant que que tu parles de ton vœu P5, je précise d'ailleurs pour cette histoire de sponsor parce que souvent, parce qu'il y avait les rumeurs de Antonello qui va partir à la Roma très probablement. Et tout le monde lui met, ouais, parce qu'il a un large dos, tout le monde lui met l'histoire de Digital Beats qui a pas payé sur son dos. Or certes, je lui enlève pas toute la responsabilité, mais je rappelle, et d'ailleurs il y avait un très bon article que j'avais partagé de nos amis anglophones de sempreinter.com qui avait partagé ça. La direction, donc la partie d'Antonello, avait informé Steven Zhang que Digital Beats pouvait, enfin il y avait un risque de non-paiement qui était possible parce qu'avec la Roma il y a eu ce problème-là. Ils avaient informé Zhang qu'il y avait un risque de non-paiement et Zhang a approuvé et a validé qu'on prenne Digital Beats en sponsor. Donc quand on dit le fiasco Digital Beats, ça serait quand même sympathique de ne pas mettre tout ça que sur Antonello, parce que l'ancien président, il avait validé en conscience des risques que ce deal pouvait être foireux, et il l'a totalement validé, donc il en est quand même aussi responsable. Juste petite précision, parce que je trouvais qu'Antonello prenait un petit peu cher ces derniers temps sur les réseaux par les interistes sur ce deal, et je voulais quand même, comme on dit, remettre les pendules à l'heure. Bah, écoute, en espérant que tu sois entendu, hein. Ça passe aussi par votre soutien, les amis, j'en profite, hein. N'hésitez pas à partager le podcast qui sera diffusé, du moins la rediffusion sur YouTube, et puis à partager les différents contenus aussi avec les podcasts sur les plateformes dédiées. J'aurai l'occasion d'y revenir après, une fois qu'on terminera et clôturera l'émission. Bah, je vous propose, les gars, de terminer par moi, évidemment. Je vais y passer aussi, sinon c'est pas drôle. Et je vais vous donner le choix, parce que j'en ai deux. J'en ai choisi une assez classique comme vous, et j'en ai une vraiment utopique et très personnelle. Laquelle préfériez-vous entendre? Ah, vu que je pense connaître la Commence par classique, et l'utopie. je pense qu'Antoine, ouais, on est d'accord, l'utopique. L'utopique? Eh bah écoute, on va y Ah, aller. on est obligé. Ah là, c'est l'amoureux qui parle, hein. L'amoureux qui parle. Moi, personnellement, j'aimerais, au conditionnel, qu'en 2025, l'Inter retrouve son ancien logo. Voilà. Je sais que c'est impossible, parce que le nom de la société a changé. Je sais que ça ne fonctionne pas comme dans d'autres pays, par exemple, et c'est l'exemple qui me venait en tête tout de suite, celui de l'Atlético, où les socios ont décidé de revenir
finalement à l'ancienne version un peu améliorée. Mais moi, j'aimerais bien retrouver ce logo des années 2010, même avant, qui a fait tout simplement les grandes heures aussi de l'histoire de l'Inter, avec ce doré qui a disparu désormais du logo et que je trouve pas moche, hein, celui actuel, hein. Il est vraiment, je trouve qu'il a été bien synthétisé, mais justement, j'aimerais qu'on retrouve cette idée du détail qui a malheureusement disparu avec quelque chose de beaucoup plus normalisé actuellement. Donc voilà, moi, très subjectivement, j'aimerais qu'on retrouve une version similaire à ce qu'on avait avant du logo. Je sais pas, vous, le logo, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien celui actuel? Vous préférez Ah, l'ancien? Ça... l'ancien Oh, logo, c'était, si je dis pas de bêtises, le ouais, meilleur, mais ouais, l'actuel me l'ancien, dérange c'était pas. l'ancien, évidemment. Il est beau. Moi, Le doré, ouais. l'actuel, moi, l'actuel, pour faire rapide, parce que j'aimerais bien aussi entendre ton vœu un peu classique. Moi, l'actuel, je commence à m'y faire, et évidemment. Même à sa sortie, je le trouvais pas quand même Ah, il est loin d'être moche, attention, hein. c'était pas le logo de la Juve, quoi. Ah non, bah Voilà, non. Ni celui du c'était pas le FC logo. Nantes, hein, pour aller dans cette direction. Oui, aussi. Mais tu sais que mine de rien, et peut-être que là, je vais prendre, c'est peut-être un unpopular opinion et on va venir me taper chez moi. J'espère pas quand même. Mais le nouveau logo, il commence mine de rien à se faire sa petite histoire avec ce Scudetto, cette deuxième étoile plutôt, cette deuxième étoile et cette finale de Ligue des Champions. C'est lui qui était en Oui. finale de Ligue des Champions et cette deuxième, et c'est lui qui aura la photo de la deuxième étoile. Et mine de rien, il commence très rapidement entre guillemets à se faire sa petite histoire et mine de rien, limite le rechanger. Limite, moi, je dis pas que ça me poserait problème, mais limite, ça serait Mais, et c'est pour ça que je l'ai précisé, étrange. c'est vraiment le sentimentaliste qui parle. Il y a pas de logique derrière, etc. C'est vraiment le choix du cœur Ouais, parce c'est le que nostalgique. Parce que c'est c'était le plus ça, Ouais, beau mais, c'est avant, ça. quand même. ouais, mais P5, Le imagine, tu me triplé, donnes un les gars. bouton. C'est le logo Tu du me donnes un triplé. bouton. Ouais, mais moi, si tu me donnes un, moi, je te dis honnêtement, si tu me donnes un bouton, tu me dis on repasse dans l'ancien logo et tout, c'est toi qui le décides ou pas, je suis pas sûr que j'appuierais. Mais après, attention, dire ancien logo, ça veut pas dire reprendre exactement, tu recalques exactement ce qu'il y avait sur l'ancien, tu le remasterises. Je reprends l'exemple de l'Atlético, tu Avec regardes, des c'est pas étoiles. exactement celui qu'ils avaient quitté il y a quelques années. Ils l'ont réadapté un minimum, mais en gardant l'identité qui était cachée derrière. Moi, je trouve que, Mhm. et je répète, bien que ce nouveau logo soit vraiment agréable, il est vraiment pas moche, il a une histoire, comme tu dis aussi, qui est en train petit à petit de s'écrire. J'aimerais qu'on retrouve l'identité du logo qu'on avait avant, et même par le passé, avec notamment, j'en parlais, mais cette nuance de jaune qu'on retrouve plus. C'est un détail, mais qui pour moi fait la différence, quoi. Mhm. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ah là, j'aurais pas pu aller chercher plus subtil que ça, hein, comme veut. Pour l'autre, celui qui était un peu plus rationnel, c'était dans la continuité de ce que disait Antoine. C'est quelque chose pour lequel je milite depuis beaucoup d'années, mais on en discute beaucoup sur les podcasts. C'était tout simplement un rajeunissement global de l'effectif. Au-delà même de l'équipe de jeunes, même la prospection, à l'image un petit peu de ce qui peut se passer avec un bisec. Alors l'idée, c'est pas de faire de la data et d'aller chercher que des joueurs inconnus au bataillon, mais qui ont de bonnes perspectives. Mais voilà, essayer petit à petit de renouveler cet effectif qui, on le sait, a été construit pour performer sur le temps court, ou du moins sur le court terme. Attention au revers de la médaille et à ne pas s'écrouler du jour au lendemain. Donc par mesure de sécurité, entre guillemets, et d'anticipation, j'aimerais personnellement cette année vraiment que ça traduise avec l'arrivée d'Octree un rajeunissement global finalement des différents secteurs de jeu. C'est surtout ça qui était un peu plus Ouais. rationnel. Je pense que c'est vraiment le vœu qui, je pense, parmi enfin, j'allais dire parmi nos quatre vœux, mais c'est celui d'Antoine et aussi le plus proche d'arriver parce qu'il y a l'équipe 23, mais vraiment le plus proche d'arriver, je pense, c'est le tien P5 avec le rajeunissement, avec Octree qui, je pense, parce que ce mercato 2025, on a vu l'impact d'Octree qu'à la fin avec Joseph Martinez, alors que l'ancienne direction aurait pris Audero, et Palacios, alors que l'ancienne direction aurait pris Ricardo Rodriguez. Donc, je pense que le mercato 2025 sera le vrai premier mercato d'Octree et on va justement voir les premiers choix qu'ils vont faire dans ce sens-là. Donc, je pense que ce sera le premier vœu, entre guillemets, qui Après, va être réalisé. mon vœu est une conséquence du vœu de P5. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, C'est ça pour Là, va ça je qu'ils vois jouer se une en. équipe rejoignent, ouais. C'est ça. U23. Moi, C'est il est plus juste que global. C'est ça, en fait. en C'est fait, du ça va se rajeunissement jouer avant d'équipe parce que celui de P5 sur le va long arriver au terme. mercato et le tien va C'est arriver ça. sur la saison d'après. C'est du long terme. Enfin, sur la saison 2025-2026 plutôt. Après, l'idée avec ce que j'évoque juste avant avec ce vœu-là, c'est de passer des paroles à l'acte.
Parce que c'est vrai que le discours d'Octree tend justement vers cette idée de rajeunissement, mais j'aimerais très clairement qu'on passe aux choses sérieuses et que ça Pour le moment, s'active on l'a. Hein. maintenant. Moi, je t'ai dit, l'ancienne direction, c'est Aodero et Ricardo Rodriguez. Hein. Et Octree est parti sur Et c'est Joseph pour ça que Martinez et j'investirais au milieu de terrain Thomas sur Christian Palacios. Aslani, position numéro 6, 22 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui. Par contre, P5, attention, hein. Aslani, Taremi, je crois que comme Inzaghi, on va te laisser loin du mercato, toi. Après, concernant Aslani, je vais pas Après, lancer le débat parce qu'on va s'arrêter là après les gars, mais vous connaissez mon point de vue, il est pas aidé Ah, par son Mezzala, tout utilisation. ça, on connaît, on Mais comme on connaît. avait dit, comme on euh, en avait échangé Karim par rapport à P5, ça, s'il y a une je belle sais pas offre, si tu, merci beaucoup. je sais pas si tu avais écouté le podcast qu'a fait le joueur du PSG qui avait planté contre, qui est supporter de l'Inter, bref. Oui, 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 avec Cédric Euh, Canal Ah, et connaît Giuliano, ouais. personnellement Aslani, connaît personnellement Aslani et il nous l'a bien confirmé que c'est pas vrai cette histoire que c'est un 8 de base. Ah, c'est C'est bizarre. vraiment de Regista. Bah ouais, mais ah bah, maintenant, il avait joué Regista, hein. Il a joué Mezzala aussi. C'est un joueur qui a joué beaucoup de postes, mais c'est vrai qu'il C'est avait juste joué qu'en fait, Regista. en Hein. sélection, il jouerait Mezzala Mais sur jouer un 8. Regista, oui, mais jouer ah, il joue Regista, En double pivot. Albanie, Il on en joue avait double parlé. pivot, ouais. Non, mais rappelle-toi, on en parce avait qu'en parlé, Albanie, P5. Jouer en Regista en Albanie, MPI, c'est pas jouer Regista à l'Inter. tu as un autre joueur en Albanie qui sait jouer que Regista. C'est Et lui, il sait Ramadani. faire les deux. Je sais plus. Si, si, C'est C'est la c'est lui, il a première Ramadani, joué fois ils avec que font, j'entends ils font Lecce. le Si, double si, si, pivot si, avec si, Lecce. Ramadani, ouais. C'est Ramadani Aslani, les Ouais, il joue titulaires. en Et même, 4-2-3. et le numéro 10, c'est Bayrami. Ouais, c'est ça. Made in Serie A, j'ai envie de te dire. Non, mais voilà, je taquine un Ah, petit peu, mais plus du coup, parce que Bayrami s'est barré. oui, c'est vrai. Il est où? En C'est ça. Grèce? En Grèce, non? Non, Non, je l'ai vu. non. Non, pas en Non, non, Turquie. non, non, il est avec les Rangers, en Écosse. Ah oui, les Rangers, c'est vrai. Ah oui, je l'ai vu en plus en Je Europa League. confonds, j'ai Je pensais que confondu c'était en tête. avec l'ancien du Sassuolo, le Ah oui, Croate, qui est comment il parti au s'appelle? Ouais, Panathinaikos. J'ai plus son nom. je Tu vois de vois qui très tu bien de parles. qui je parle. Ouais, c'est ça. J'ai pas du tout Voilà. son nom, mais je vois de qui tu parles. Exactement. L'important, c'est qu'on se comprenne. Bah, dans tous les cas, on s'est très bien compris pendant 7h30, les C'est ça, gars. c'est ça, le croate de Sassuolo. C'est exactement lui. Le Croate. Le Croate. Ah, Djuricic. Voilà, c'est bon. Il est revenu. Voilà, Juricic. Ouais, c'est ça. Djuricic, Ah, putain, sacré exactement. On joueur, est ce de bon. Serbie, On lui. est bon, hein. On fait la paire comme au milieu de terrain, j'ai envie de te dire, tous les trois. C'est À ça, voir c'est ça. Tant qu'on n'a qui. pas le niveau d'Aslani. Hein. Oui, qui. Bon, après, je pense que ouais, on se met sur le terrain face à lui. On va le trouver très fort, Ah ouais, c'est Bakou, hein. cool. C'est- Oh, c'est pas grave, Antoine, il fera des appels dans la Ah, profondeur, il va pas être moi, perdu. personnellement. Oh, je vous jure. Je vous jure. Bon, en tout cas, les gars, merci de m'avoir accompagné sur cette heure et demie de Radio Libre, en espérant qu'elle vous ait plu. Ah Ah, oui, merci à oui. Ah toi et bah, merci là, au clairement, on public. a parlé de tous les sujets très intéressants et chauds. Et d'ailleurs, P5, tu vas nous teaser une radio libre enflammée au mois de février. Ah bah, j'allais y venir. Celle de février s'annonce très intense, hein, avec l'avenir européen de l'Inter qui sera décidé d'ici là. On aura, comme on l'a dit, les gros déplacements et même le gros calendrier tout court des Nerazzurri sur les prochaines semaines. Donc, autant vous dire qu'il faudra être au rendez-vous en février, les amis, que ça soit en direct sur Twitch ou alors en rediffusion sur YouTube. Il faudra être là aussi, les gars, hein, parce que sinon, il y en a d'autres qui prendront votre place, hein. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de lancer, pas un débat, hein, mais juste une petite question enflammée Alors, pour un peu voir aussi vos réactions ou pas du tout? alors, question qui ne doit pas amener de débat parce qu'il faut qu'on se quitte, les amis. Il est Non, non, ça 20h46, amène je pas de pense que débat, c'est l'heure d'aller manger pour certains. ça amène juste une réaction, Oui. une réponse, je pense, d'une phrase. Ok, à tout moment, je Si, coupe ton micro, hein. Attention, attention. si Ah, je préfère contre-performance, si contre-performance, voire défaite, contre Milan pour la troisième fois de la saison de suite, qu'est-ce qui se passe? Et bah, Milan prend 3 points. Je sais pas quoi te dire. Non, mais non, mais vous me comprenez, je veux dire, dans nos analyses Tu d'après-match, sais ce dans qui se nos passe? pensées, Tu sais ce qui se passe? dans tout ça, dans le Napoli qui peut gagner et prendre Carré, je 3 vais points t'annoncer d'avance. un truc. Il se passe quoi en Si vrai? Milan gagne J'y le match, réfléchis depuis quelques jours. non, moi je vais te dire un truc, tu te réveilles après ça. On perdra pas trop d'affilée contre Milan, je te l'annonce. Retenez, les amis, hein, c'est C'est 5. Antoine qui le Voilà, dit, hein. c'est Ah, osé, moi, hein. C'est Et toi, honnêtement, osé. P5, On ne qu'est-ce qui perdra se pas passe trois après fois Milan d'affilée. si on perd encore troisième fois de suite contre Milan de la saison? bah, je sais pas, en fait, je sais Tu pas te quoi te dire réveilleras, parce que ça je sera un vois pas la cauchemar. finalité de l'interrogation. En fait, je sais pas Non comment mais je dois je me veux dire, positionner. non mais je veux dire quand même perdre 3 fois de suite contre Milan en une saison quand tu les avais enchaînés pendant 7 fois de Ouais, suite, le Napoli mais qui peut prendre 3 points oui, sur d'avance. le temps court, tu seras forcément pas Euh... satisfait parce que tu enchaînes une autre non, contre-performance. Mais si à l'échelle de la saison,
je m'avance un petit peu, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Si d'ici la fin de saison, t'es champion, mais t'as perdu contre Milan, franchement, tu peux perdre 10 fois de suite, ça change rien. Ouais, Tu vois? mais 3 points d'avance, ça ferait 3 points d'avance pour le Napoli. 6 si tu fais une contre-performance aussi contre la Ah, Fiorentina au retour. Tu vois, je veux dire, mine de rien, ce match contre Milan, il c'est a, pas une étape j'y pour moi. réfléchissais, et C'est pas une étape. ça serait quand Pour moi, même l'étape, sacrément l'étape, c'est les problématique. 5 prochains matchs à 3 fois de l'extérieur. suite, C'est ça, ouais, ça, mais c'est trois fois l'étape, de ça. suite perdre contre Milan à l'extérieur, 3 fois de suite perdre contre Milan, j'y pensais tout à l'heure, je me suis dit, tu prends quand même une sacrée baffe, hein. Ah oui, c'est sûr Pour la course que. au C'est sûr titre, pour que. la course au titre, c'est mieux de perdre contre Milan que contre Naples. Ah oui. Oui, c'est pour Oui, ça. oui, Pour oui. C'est la pour ça course que au ce Oui. titre. match-là n'est pas passerelle pour moi. C'est pas. C'est juste une Même question si de ça fait symbolique. chier parce que c'est Milan. Ah, voilà, c'est la symbolique, c'est normal. Mais D'ailleurs, on perdra pas 3 fois d'affilée, je te l'annonce, hein. eh ben écoute, on n'hésitera pas à revenir vers toi si c'est le contraire, hein. C'est ça. On Avec viendra grand se plaindre au plaisir. Ouais, SAV je en me disant, Karim, est-ce qu'il y a j'espère un que tu numéro? préparas la capsule. Est-ce qu'il y a un, c'est ça. Bon, c'est exactement sur ça que je vais faire la capsule, hein, clairement. Parfait. Super. Et écoute, Dimanche j'espère et Voilà. que. le jour de la décision de faire, on perdra pas. Ok, non, mais pas on a bien compris, Antoine. On a très bien compris ton propos. Pas la peine de Voilà. te On perdra répéter. pas en C'est tout cas. Vous avez bien enregistré. compris Ce sera les. répété et amplifié si besoin. Exactement. Ah, vous pouvez, D'ailleurs, les vous gars, pouvez. avant de se De quitter, confiance. pour demain, Inter-Monaco, petit pronostic, Mhm. avec un peu de 1-0, turnover selon Inter. les premiers échos des médias italiens. Notamment Arnautovic, Aslani qui 1-0 devrait jouer. Inter. Ah, bon, déjà, il y a Aslani qui est titulaire. J'avais vu ça. Donc, la victoire n'est pas l'une de mes prédictions. Alors, Monaco doit pallier certains absents, hein. Je crois notamment que C'est Singo ça. n'est Et pas là Monaco derrière. et comme on l'avait dit au dernier Singo qui est podcast, très d'ailleurs, important. Monaco doit gagner. Monaco doit gagner Monaco pour doit faire son top gagner. 8. L'Inter ne doit pas perdre. L'Inter doit même gagner pour s'assurer une place Un match nul top 4. pourrait Non, suffire. match nul. Pourrait Non, suffire. non, C'est mais un cas de figure non, qui a l'Inter, je hein. parle du top 4. Top 4, top 3, l'Inter se doit de gagner si elle veut garder sa place dans le top 4, top 3, ce qui ferait quand même une performance majeure, hein. Enfin, l'Inter faire troisième du classement Ligue des Champions face à des mastodons, hein, qui sont à la traîne derrière toi, ça serait quand même, ça serait bien venger ce qui s'est passé contre les Leverkusen et sur les dernières semaines aussi, mine de rien. Oui, mais encore une fois, ce qui sera intéressant, c'est l'après. C'est bien de finir troisième ou quatrième, mais si c'est pour sortir juste après, je m'en fiche. Oui, Tant, évidemment. tant que tu Mais t'évites les ça deux matchs, permettrait d'avoir. l'important c'est de s'éviter les deux matchs de barrage dans ce Ah oui, calendrier clairement. qui va être très intense. Donc que tu termines premier ou huitième, franchement, ce sera déjà très bien. Ce sera déjà très bien. Mais un petit Ah prono du coup, oui. les gars. Un petit prono. Ça gagne, ça 1-0 nul. Inter, je suis pas original. Ok, bon, il n'y a pas à être original là, c'est vraiment de l'instinctif. 2 Ouais, mais 1 c'est parce que l'Inter et fait que des 1-0. je mise sur un 2-1 et bon, je vais pas faire dans l'original, mais je pense que la série va continuer pour El Toro. Moi, je serais un peu plus catégorique parce que j'ai du mal à lire Monaco, mais c'est vrai que sur la dernière dynamique, en fait, c'est comme chaque année, ils nous déçoivent, notamment dans la régularité, avec une série un peu plus compliquée là dernièrement. Moi, je pense que l'Inter est capable d'en mettre quelques-uns pour clôturer finalement cet arc phase régulière. Moi, je vois bien un petit 3-1. Je vois aussi Monaco mettre en difficulté défensivement, mais offensivement, je pense qu'ils sont capables de se mettre au diapason, les Interistes. Donc, je verrais bien un petit 3-1, moi, pour l'Inter demain. Mais par contre, Et j'aimerais je bien aussi que pronostique. l'Inter, ça sert à rien, hein, mais moi j'aimerais tellement faire juste un autre clean sheet en plus pour avoir encaissé seulement Oui, un moi seul but aussi. en Ligue des Champions. Franchement, alors ok, P5 il va me dire on s'en fout parce Incroyable, que hein. si on est éliminé en huitième de finale, on en a rien à faire. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, c'est comme si là, je te disais, j'aimerais bien que Marcus Thuram mette deux quintuplés sur le même match. C'est jamais arrivé, mais voilà, tu vois, que ça, tu marques le coup. Il met Non 10 mais, buts. Le mec met non 10 mais, buts, non c'est mais, parfait. ça, ça signifierait quelque chose. Je veux dire, mine de rien, faire encore un clean sheet de plus et prendre qu'un seul but dans toute la phase de Ligue des Champions avec quand même le pédigré des adversaires que tu as affrontés, C'est de la mine fierté. de rien, C'est de la pour la suite, fierté. P5, Je pour comprends, mais c'est de construire, la fierté. tu vois, tu parlais de deuxième partie de saison, bâtir ta deuxième partie de saison européenne sur un seul but encaissé en première partie de saison, c'est quand même, tu vois, tu te dis en huitième de Oui, finale, quand il mais va t'as. falloir affronter l'Inter, tu te dis, les mecs, qui c'est qui leur a mis un but? Leverkusen à la fin sur un but qui aurait dû être refusé. Ouais, mais t'as Déjà, aussi vu il l'année n'arrive pas dernière Et que sur t'es le dernier capable deuxième. prono. d'exploser. L'année dernière, on a vu aussi que t'es capable d'exploser alors que pourtant t'es une équipe sereine. Ou du moins annoncée Oui, sereine. Donc pour moi, ça veut rien dire. La Ligue des Champions, en fait, c'est un contexte totalement différent. D'un match à l'autre, tout peut changer. Donc oui, ce serait une bonne chose, évidemment.
L'idée n'est pas de dire que je n'en veux pas, mais c'est pas ça, entre guillemets, pour moi, qui va formaliser une vraie dynamique pour Non, la mais de fin toute de façon, compétition. contre Monaco, à part si tu finis après la 8e place, mais sinon, si tu fais juste un match nul ou une victoire, il n'y a rien de ce match qui va conditionner le 8e de finale qui va Oui, bien arriver, sûr. clairement. Et le turnover en atteste d'ailleurs. Ce sera l'occasion pour certains de se C'est mettre en ça. évidence, hein. Pourquoi pas une retournée à C'est la ça. Moi, Kliouche j'ai un dernier d'Aslani dans la prono. surface? Eh, Oui, oui, tout à fait, c'est ça. pourquoi pas? J'ai Why un not? dernier prono que Ouais. je Et veux il est mettre total en de me dire, avant. imagine Aslani il prend la place de Sommer blessé, il nous fait une Thomas Price, il arrête 3 ballons. Sacré P5. Tu Pour voulais moi, dire, mon dernier Antoine? prono, j'ai dit un 0, mais but de Pavard. 1-0 Pavard. Il a parlé d'ailleurs en Ouais, conférence de j'annonce. presse. C'est lui qui a parlé tout à Ouais, l'heure. il a dit que bon, il a fallu marquer contre Leipzig, ce qui est pas faux. Eh ben écoute, on souhaite dans tous les cas que l'Inter s'impose demain et ça te juge une soirée tranquille. Qu'il n'y ait pas de sueur froide comme on a pu l'avoir sur certains derniers matchs de phase de poule ou du moins de phase initiale de Ligue des Champions. Je pense qu'on pense tous au même match, mais bref, l'idée n'est pas de remuer le couteau dans certaines plaies, mais Je justement pense à certaines villes d'envisager. ukrainiennes. Ah, on va se laisser là-dessus, merci beaucoup. Ce match-là, non, on va pas rentrer dans le débat parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et je vais pas vous prendre plus de Ouais, votre temps, les c'est gars. ça. Et je vais vous remercier de m'avoir accompagné pendant ces 1h40 pour être tout à fait précis. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite, Karim, avec, j'imagine, de nouveaux podcasts à prévoir pour les C'est prochaines ça. semaines. Bah, déjà, évidemment, le débrief après le Milan. C'est pour ça que j'avais posé un peu cette question enflammée à la fin pour voir un peu. Parce qu'Antoine dit que voilà, ça sera calme et tout, on va gagner. Mais s'il y a une défaite, évidemment, ça sera le premier à venir gueuler à 115 décibels dans le podcast. Donc voilà. J'ai pas dit gagner, hein, j'ai dit qu'on n'allait pas perdre. Ah, on va pas perdre. C'est vrai. Le match Après, est Attends, nul mais est bon. dit. ce genre de Mais je pronostic, crois en une c'est victoire. facile. Enfin, moi, je peux te dire aussi, eh, les gars, l'Inter ne descend pas en série B cette année. Sûr. Elle le gagne Bon, peut-être du coup, pas. Elle après, gagne bon, peut-être pas le après, non, championnat, mais elle ne il le se mouille, perd non, pas. Excuse-moi. non, il se mouille un peu quand même parce qu'on a perdu 2 fois contre Milan quand même. Ça y est, Il se mouille quand même un petit peu. ça y est, ça y est. Il se mouille un petit Ah, peu, mais écoute, c'est pas au point de faire une d'ailleurs, Non, mais c'est parce capsule. que dans le fond, Milan il qui est pas rabaisse ouf en Milan ce dans le qu'il moment, pense comme moi. Milan qui est pas ouf en ce moment, comme ils étaient pas ouf à chaque fois avant de nous affronter. Voilà, hein. Moi je dis ça, je pose ça là, comme on dit, hein. Réponse bah, très bientôt, puisque c'est ce week-end. Et ouais, le C'est derby, ça. c'est ce week-end. Oui, Dimanche à 18h, si je ne 20h45, m'abuse. non? Je Ah crois que non, c'est bah non, 18h. 18h parce que calme les Parce gars. que le soir, Les gars, calme. c'est Roma-Napoli, si je dis pas de bêtises. Donc Ah on bah oui, aura c'est ça. Monapolis, c'est tellement mieux. une belle fin de semaine de Serie On A va d'ailleurs, empocher à 3 suivre, points. on l'espère, pour les abonnés localisés en France sur la chaîne L'équipe. On verra de quoi est fait le programme. Merci en Derby tout cas, les gars. commenté d'ailleurs, P5. Sur ma Par ta chaîne à part, moi? par tes soins. C'est Non, ça, par tes moi soins, ce week-end, j'imagine. bah là, tu me tends une perche. Moi ce week-end, non. J'ai pas de live de prévu. Pas de live de prévu, je pars en semaine off. Ça tombe mal, Ah, mais c'est le repos. c'est l'heure du repos. Ça va faire du bien. Mais évidemment que j'aurai un œil sur ce qui se passe, plus qu'un œil, deux C'est ça. yeux, deux mains, deux jambes. C'est Tout ça. Mais sera est-ce que concentré. c'est vraiment un repos quand il y a un derby de la Madonnine? Est-ce que c'est vraiment une semaine de repos? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, parce que ça te permet de voir le match sous un angle différent, hein. Je peux t'assurer que de le commenter et de le regarder, c'est pas pareil du tout. C'est vrai. Pas pareil du tout. Je t'encourage à tester l'expérience, pourquoi pas un jour. Mais bref, en tout cas les gars, merci de m'avoir accompagné sur ces quasiment 2 heures. On va grossir un petit peu le trait et puis à très bientôt de toute façon sur les médias de la Beneamat. Évidemment. Ah, À bientôt. bientôt Merci à toi, merci pour à les toi. abonnés. Et puis, on se retrouve en février, comme on a dit, pour une radio libre enflammée. Avec grand plaisir. Allez, ciao les gars, à la prochaine. Les amis, désormais l'occasion pour moi, après cet outro à rallonge, disons-le comme ça, de vous remercier de votre présence, que ça soit en direct ou peut-être sur la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à suivre et à soutenir la Beneamata sur les différents réseaux sociaux où elle est présente. Vous avez notamment le lien du Linktree qui résume et globalise finalement tous ces différents liens sur la même application disponible sur les différents canaux. Alors n'hésitez pas. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé. Un grand merci à celles et ceux qui vont soutenir la Beneamata, pardon. Et puis j'ai juste envie de vous dire qu'on se retrouve très bientôt, que ce soit en podcast ou en live sur Twitch comme ici pour les radios libres, pour du nouveau contenu sur le média La Beneamata. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée, bonne semaine et bon match de Ligue des Champions, notamment demain Inter Monaco à 21h. Et d'ici là, comme d'habitude, le maître mot pour terminer cette émission, sempre Forza Inter. On ne l'oublie pas. Prenez soin de vous et rendez-vous le mois prochain sur la chaîne pour la prochaine Radio Libre. Ciao!
Acá polícia se eleva.